Je voulais vous dire bonsoir en notre nom à tous. Vous remercier d'avoir bravé les affres de la circulation et des transports pour être avec nous ce soir. Je suis très contente, on est très heureuse parce que vous êtes venus nombreux pour échanger avec Alexandre et Mathieu. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Dominique qui va vous donner quelques éléments thématiques. Juste, je voulais remercier Yves Tresson qui est parmi nous. Tu es où? Voilà, là, qui porte haut les couleurs de Centrale Supélec, qui est un de nos partenaires privilégiés, avec qui on avait réalisé récemment la conférence sur la CSRD. Voilà, je vous dirai un petit mot si on a le temps à la fin sur la programmation à venir pour les quelques semaines qui nous séparent encore du break de l'été. Voilà. Dominique, je laisse la parole. Bonsoir. Bonsoir. De nous abandonner ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce quatrième temps, pour ceux qui ont participé au précédent, du cycle de transformation des entreprises que nous avons ici dans quelques mois maintenant. C'était la quatrième étape, elle vient après celle consacrée à l'entreprise objet de droit, la seconde, la transformation des business models, la troisième sur la transformation des métiers, et donc aujourd'hui, sur quelque chose qui est aussi très fondamental dans les entreprises, la manière dont on compte. Et alors, ça peut paraître très aride, mais c'est fondamental puisque la performance des entreprises aujourd'hui, elle se mesure à travers les chiffres et la comptabilité. Ce monde de comptabilité est en train de se transformer. Nous avons consacré il y a quelques semaines avec Centrale Supélec, qui en était les animateurs, une séance consacrée à la CSRD, qui fait couler énormément d'encre ces temps derniers par son application plus ou moins anticipée par les uns et par les autres. Et la CSRD, qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Elle nous fait compter de manière séparée à travers ce qu'on appelle la double matérialité, non seulement les aspects financiers, mais les impacts environnementaux et sociaux, et aussi décrire les politiques qui y sont associées. Mais à côté de ce mécanisme où on va voir deux types de comptabilité se dresser et se cohabiter ensemble, on voit aussi arriver, et c'est toute les réflexions qu'il y a eu quand on parlait de macroéconomie sur le PNB et la transformation des votes de comptabilité nationale, qui est plus ou moins, voilà, qui revient périodiquement sur la scène, pas encore abouti, mais on le voit aussi arriver dans le monde des entreprises à travers comment compte-t-on financièrement, avec les capitaux naturels et financiers, les impacts environnementaux et sociaux. Voilà. Et donc, nous avons ce soir deux intervenants qui vont nous présenter l'un plutôt la dimension méthodologique d'une méthode qui a été développée, sachant qu'on est dans un monde, on m'excusera de le dire, qui est assez foisonnant. Aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes qui se mettent en place. On avait Marie-Claude Davieu il y a très longtemps, il y a très longtemps qui parlait de PNL. On voit arriver d'autres méthodes, mais voilà, il y en a une qui est quand même très, très solide aujourd'hui, c'est CPP. Et on aura en contrepoint, je ne sais pas si on peut dire ça, Mathieu Assé qui nous présentera la façon dont elle se met en œuvre dans la pratique, au niveau des entreprises. Voilà. Et je laisse Catherine nous présenter ces deux intervenants. Je présente nos intervenants. Bonjour à toutes et à tous. Ravi que vous soyez aussi nombreux. Alors, pour ceux qui ont vu la série Parlement sur France Télévisions, dont on tourne en ce moment la 4e saison et dont vous avez été les conseillers techniques, il y a un personnage en fait dans cette série, ça se passe évidemment au Parlement européen, qui nous dit, voilà, c'est qui nous dit pour changer le système, il faut changer la comptabilité. Alors, moi, c'est une phrase que j'aime bien et effectivement, on est d'accord parce que la comptabilité, c'est une histoire de normes, de règles du jeu. Et les règles du jeu ne sont jamais neutres. Alors là, je cite Maurice Lévy, président de Publicis. Et nous sommes aujourd'hui, on peut s'en féliciter, entrés. On peut s'en féliciter, nous sommes entrés aujourd'hui dans une ère de changement de convention, changement de normes, changement de règles du jeu.
Mais si on veut faire réellement bouger les lignes et changer ces règles, ce changement requiert une véritable hybridation entre le monde de la recherche et le monde des affaires. Et tous les deux, vous représentez très bien cette hybridation. Alors, j'ai quand même pris mes notes parce que j'ai peur d'oublier des choses, des petites notamment concernant Alexandre. Alexandre, tu es mathématicien. Tu es docteur en mathématiques et en sciences de gestion. Tu es maître de conférences à AgroParisTech CIRED. Tu es cofondateur du CERCES, on y reviendra, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Tu co-diriges deux chaires, la chaire comptabilité écologique portée par la Fondation d'utilité publique AgroParisTech, dont je salue l'ancienne présidente Sylvie Bénat, et la chaire double matérialité portée par la Fondation du risque. Tu es membre sortant des commissions de durabilité de l'autorité des normes comptables et de l'autorité des marchés financiers. Et tu co-développes le modèle CARE que tu vas nous présenter ce soir, et ce depuis 2012, initialement avec Jacques Richard. Mathieu, déjà, je te félicite parce que tu nous as rejoint de province, donc c'est extrêmement gentil à toi d'avoir fait le déplacement. Tu es expert S opérationnalisation de cette méthode CARE au sein du cabinet Hendrix. Et toi, tu es membre du comité de direction du Cercle des comptables environnementaux et sociaux, donc le CERCES. Tu vas nous apporter ton éclairage de praticien de cette méthode. Alors, vous opérez tous les deux, je profite de cette occasion pour dire que vous opérez tous les deux dans un vrai écosystème dans lequel il y a une réelle sédimentation entre les chercheurs, notamment de la chaire comptabilité écologique, entre les praticiens de l'Institut de formation comptabilité et gestion soutenable, dont je salue la directrice qui est parmi nous ce soir, et le tout au sein d'une véritable communauté qui est fédérée par le CERCES, tu y reviendras. Donc, pour conclure, l'histoire que vous allez nous raconter, puisqu'on a commencé par une série, mais moi je termine par les histoires, puisque c'est mon sujet aussi, effectivement, les récits. L'histoire que vous allez nous raconter, c'est pas une histoire de chiffres dans des cases, et ça je te cite Alexandre, c'est bien, le sujet est bien d'installer une vision du monde, et avec des nouvelles redevabilités, des nouvelles organisations, et l'objectif étant de rendre à la nature et aux humains ce qu'on leur doit. Donc, on est impatient de vite. Merci beaucoup d'être venu. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, tout a été dit, hein, quelque part. Donc, effectivement, l'enjeu ici, c'est de revenir sur la question de la comptabilité écologique pour arriver à ce fameux modèle CARE. Déjà, en fait, quand on aborde la question de la comptabilité écologique, hein, en fait, il y a, je dirais, plusieurs couches, plusieurs niveaux pour rentrer dans le sujet. Et pour permettre justement de comprendre d'où vient CARE et comment ça a été développé, comment ça a été pensé et quelle est justement la vision du monde qui est derrière. Parce que c'est vraiment ça dont on va parler, c'est la question de la vision du monde et de rattacher la question comptable à cette question de la vision du monde. Alors, ça peut paraître un peu étonnant dans un premier temps, parce que la comptabilité, c'est quelque chose qui est souvent associé à une très technique, parfois un peu rébarbatif, mais en fait, pas du tout. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Jacques Richard, qui a été mentionné, parce que qui a été directeur de thèse, qui est mon mentor, qui a été initiateur, concepteur de CARE, mais surtout, qui m'a permis en fait de passer un peu dans l'envers du décor de la comptabilité et justement de voir ce qu'il y avait véritablement derrière. Alors, justement, en fait, le premier étage, première couche, hein, c'est justement de quoi la comptabilité est-elle le nom. Parce qu'il y a déjà un premier obstacle qui est ce qu'on associe à cette notion de comptabilité. Donc je me permets de revenir dessus, justement, pour asseoir vraiment le propos et voir justement où on va et ce qu'il y a derrière le projet CARE. La deuxième couche, le deuxième étage, une fois qu'on a passé en fait cette question de prend un peu la mesure de ce qu'il y a derrière la comptabilité, c'est arrivé donc sur comptabilité et écologie. Alors, comment ça se marie? Est-ce que ça se marie bien? Est-ce qu'on arrive à quelque chose qui soit quand même pas simplement de la réduction de l'écologie à de simples chiffres? Donc, il y a voilà, cette question de comment on opère ce mariage, hein, cette fusion, cette interaction entre comptabilité et écologie. Et
à partir de là, on arrive à une troisième couche hein, qui est, je dirais, à chaque fois, en fait, on rentre de plus en plus dans quelque chose qui est à la fois en plus complexe, mais de plus en plus essentiel pour comprendre justement les enjeux de durabilité et la façon de nous organiser avec aujourd'hui, c'est d'arriver à voir que finalement, ben, il y a des directions et que, ça a été rappelé, dans le foisonnement des propositions en comptabilité écologique à l'heure actuelle, tout ne se vaut pas. Et justement, de le mettre en perspective et d'en comprendre la raison. Et c'est sur ces bases-là que véritablement, je pourrais aborder la raison d'être de CARE et ce à quoi tout ça renvoie. Donc c'est vraiment ces différents passages que j'aimerais discuter, aborder avec vous ce soir, puis ensuite passer la main à Mathieu sur la mise en œuvre opérationnelle, parce que derrière le projet CARE, c'est vraiment c'est vraiment une praxis, c'est-à-dire d'avoir à la fois donc une pensée théorique, mais qui soit articulée à une pensée pratique, pensée performative, de transformation du monde à partir d'une ligne directrice et d'une vision particulière. Et donc de prendre en fait la comptabilité comme le point d'articulation entre cette vision donc, transformative du monde et cette possibilité pragmatique de le changer concrètement et réellement. Donc c'est vraiment ça qui est derrière CARE. Alors sur la première étage, première couche, sur de quoi on parle quand on parle de comptabilité. Alors, en plus, sur ce sujet-là, je suis assez bien placé parce que n'étant pas à la base comptable, comme ça a été rappelé, je viens des mathématiques, j'étais chercheur en mathématiques, progressivement reconverti en économie de l'environnement pour des raisons d'engagement aussi, et littéralement, hein, ma hantise, c'était d'être comptable. Je viens d'une famille des comptables et c'était voilà, quelque chose qui était compliqué pour moi. Et donc, c'est pour ça que je vais de le dire, parce que je peux vraiment en parler, en fait. C'est-à-dire de dire, voilà, là, je défends quelque chose, c'est pas que j'ai été biberonné à ça, c'est plutôt l'inverse. Et comme je le disais, je suis extrêmement reconnaissant à Jacques Richard de m'avoir appris quelque chose. Et ce qui est assez dramatique, hein, c'est que la formation en fait en comptabilité justement n'arrive pas à aborder encore l'envers du décor, ce qui pose un énorme problème, mais on pourra y revenir. Et ce qui fait aussi que le débat public autour de la comptabilité est embarqué sur donc pas très bien embarqué. Je vais juste donner un exemple très rapide qui est totalement en lien avec ce qu'on discute là. Il y a quelques années, on a proposé, dans le cadre de la charte comptabilité écologique, une tribune qui s'inspirait en plus des travaux autour du contrat, de contrat naturel, des choses comme ça, couplées avec la comptabilité. Un très grand journal qui a l'habitude de publier des tribunes justement à l'interface entre économie et réflexion dans le plus général. Et la réflexion qu'on a eue, c'était donc en 2020. La réflexion qu'on a eue, c'est la comptabilité, ça n'intéresse personne, c'est trop technique, de quoi vous parlez et qu'est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il y a des enjeux là-dessus. Et donc, c'était le responsable, en fait, économie du journal. Par contre, et c'est la discussion qu'on a eue, ça n'embêtait absolument personne d'avoir des débats extrêmement techniques sur des politiques monétaires qui étaient parfois incompréhensibles, mais qui montrent en fait qu'au niveau de la comptabilité, on se retrouve dans quelque chose qui concerne quand même l'organisation véritable de l'économie, mais qui est très absente du débat public. Et actuellement, dans le sein, enfin, au niveau de la comptabilité écologique, on souffre aussi de tout ça. Alors justement, donc de quoi on parle quand on parle de comptabilité? La première chose qui vient en tête, c'est compter. C'est des questions de mettre des listings par exemple d'indicateurs, c'est mettre donc, des chiffres, etc., etc. En fait, derrière la comptabilité, il y a beaucoup plus de fonctions que ça. La notion de comptabilité, ça renvoie avant tout à une question de classification, de représentation. Et quand je dis ça renvoie à ça, c'est historiquement. Parce que les premiers systèmes comptables, c'est Mésopotamie antique, hein, c'est au moment où le néolithique arrive. On est quand même à la limite, hein, se pose une problématique totalement nouvelle à l'humanité, c'est la question de comment on organise l'agriculture, l'élevage et les cités
en dehors de simples clans, c'est-à-dire des personnes qui ne se connaissent pas forcément sur des liens familiaux, et qui doivent en fait arriver à coopérer, à se coordonner. Eh bien, pour arriver à faire ça, il a fallu créer un code qui permette à des personnes qui sont potentiellement pas là de se comprendre et d'arriver justement à ces niveaux de coopération, de coordination suffisants. Bon, bah ça, c'est la mention de la comptabilité. La comptabilité, c'est véritablement un système conventionnel qui permet de représenter et de classifier ce qui est important pour arriver à faire en sorte que des individus divers et variés puissent agir ensemble. Donc en fait, c'est le support fondamental de la coordination et de la coopération dans des activités plus ou moins complexes. Donc ça a parcouru en fait toutes les civilisations humaines. Toutes les civilisations ont des systèmes comptables qui sont basés sur leur propre représentation de ce qui est important et leur propre représentation du monde. Il y a eu énormément de travaux, par exemple, sur la comptabilité bouddhiste, qui justement a une vision, une représentation de ce qui est important dans la façon de travailler ensemble, qui est totalement différente de ce que l'on a comme représentation dans le monde capitaliste, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la comptabilité, ça va bien au-delà de questions de mettre des chiffres pour calculer des profits. La question, elle n'est pas là, fondamentalement. La question, elle est d'abord sur quelle est la représentation et derrière, qu'est-ce que l'on va avoir comme système pour arriver à se coordonner et coopérer et faire en sorte qu'on arrive à développer ensemble une activité donnée. Donc ça, c'est le rôle fondamental de la comptabilité. Là-dessus, dans les grandes fonctions comptables, il va, et en lien avec cette notion de code, il va s'agir donc de pouvoir justement rendre des comptes. C'est-à-dire qu'on crée donc ce système de code, de codification, qui permet de représenter. Il va falloir que ce soit suffisamment intelligible pour que des personnes qui sont en situation de prendre des décisions diverses et variées puissent justement comprendre quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on compare d'ailleurs souvent la comptabilité à un langage. Alors, complètement un langage, mais c'est une métaphore pour donc indiquer que derrière la comptabilité, il faut que justement on ait des conventions, un code particulier qui permette à différents acteurs de prendre des décisions au final. Derrière la comptabilité, et c'est totalement en lien avec le mot de comptabilité, justement, on a la notion d'être comptable de quelque chose. C'est-à-dire que dans ce qui est à représenter, il s'agit d'inscrire l'action. Donc là, je parlais de la structuration des activités humaines. Et il s'agit d'inscrire l'action dans tout un ensemble de responsabilités. C'est-à-dire que l'action humaine ne se situe jamais en dehors de tout un tas d'articulations avec la société, dès la Mésopotamie, avec la cité notamment. Et dès lors, il y a la nécessité de prendre en compte justement ce que l'on doit. Et donc, dès le début, la comptabilité est associée à une notion de responsabilité. Ce n'est pas un hasard du tout si comptabilité et responsabilité sont des synonymes. Et ça, déjà, dans toutes les langues indo-européennes. Il y a beaucoup d'études linguistiques sur cette question-là. Donc, être comptable c'est véritablement être en mesure de structurer des redevabilités et de garder des traces. La comptabilité est là pour garder des traces. Et puis, la dernière fonction, c'est compter. Et en fait, j'aime bien la mettre à la fin parce que compter en comptabilité, c'est quelque chose qui est un exercice un peu particulier. Parce que là encore, on a énormément de traités, et même historiquement, alors le Moyen-Âge a énormément travaillé sur cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire mettre un chiffre? Le raisonnement sur le chiffre en comptabilité ne part pas du chiffre pour arriver à une sorte de gouvernance par le chiffre, pour reprendre Sukkio. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut s'organiser ensemble, on pose ensemble une narration. D'ailleurs, comptabilité et compter, comptine ont les mêmes racines, c'est on raconte quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que pour arriver à raconter quelque chose ensemble et à faire quelque chose ensemble, il faut des instruments. Et le chiffre est un instrument. Alors, j'insiste vraiment là-dessus. Le chiffre en comptabilité est un simple instrument qui permet, pour utiliser un terme moderne, de piloter une activité. Un collègue dont j'aime beaucoup l'expression, Alain Burlot, qui a sorti un ouvrage que je recommande l'année dernière, justement, que je recommande vivement sur justement la question du chiffre en comptabilité, et qui dit, en fait, la comptabilité, c'est prendre des décisions sur des chiffres faux. Oui, en fait, les chiffres en comptabilité sont généralement faux, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'objectivation possible du chiffre. Ça n'existe pas, et en fait, c'est tout ce que l'univers comptable a pu démontrer historiquement. Par contre, en fait, le chiffre est
en lui-même faux, c'est-à-dire qu'il n'a aucune possibilité d'être autosuffisant pour objectiver un bout de la réalité, mais il est globalement vrai, c'est-à-dire que le chiffre organisé avec d'autres chiffres par rapport à un système de représentation pour atteindre des finalités permet d'accompagner un mouvement, en fait. C'est-à-dire que l'enjeu du chiffre, et c'est d'autant plus important dans le cadre de la comptabilité écologique, c'est pas d'avoir une représentation objectivée de la réalité, c'est de permettre d'accompagner un mouvement, en fait, humain, d'accompagner justement l'activité humaine. Et là, ce dont je parle, c'est pas en comptabilité écologique, c'est vraiment en comptabilité classique. Donc, grande discussion autour justement de la place du chiffre en comptabilité pour arriver donc à ces conclusions que l'enjeu n'était pas d'aller chercher donc une représentation objectivée de la réalité, mais véritablement d'avoir un chiffre qui permette de faire des choses. Voilà, c'est ça vraiment l'enjeu autour du chiffre. Et donc, tout ça, en fait, permet de représenter, de structurer et, en fait, donne une certaine vision de la réalité qui va être performative, c'est-à-dire qui va faire advenir quelque chose. Les acteurs qui utilisent un système comptable en viennent à se représenter une situation d'une certaine façon. C'est fait pour. Et donc, à créer une sorte de vision de la façon de s'organiser. Et donc, c'est pour ça que l'on dit que la comptabilité est performative. C'est-à-dire la façon de coder les informations, la façon de représenter, la façon d'accompagner le mouvement va faire en sorte qu'à force de faire selon un certain système comptable, on en vient à faire advenir une certaine réalité. Et c'est là où la force de la comptabilité est vraiment extrêmement importante et qui n'est pas suffisamment perçue. C'est cette idée que la comptabilité, c'est tout sauf une technique. C'est sous cet aspect, en fait, de sorte de technique neutre. Il y a en fait là un élément de captation d'une représentation du monde et de faire advenir une certaine réalité et de l'institutionnaliser qui est extrêmement puissante. Et c'est tellement en fait vrai que les conflits qu'il y a autour des conventions normalisées, donc des normes comptables, sont extrêmement forts et houleux et sont les bases même de la façon d'orienter l'économie. C'est-à-dire que faire un choix selon un certain type de représentation ou un autre choix va conditionner derrière les organisations, les entreprises et derrière l'économie. Et c'est ces éléments-là qui ne sont pas assez présents dans le débat public, en fait. C'est tout ce qu'il y a derrière la comptabilité et l'univers comptable. À partir de là, se pose la question de si aujourd'hui ces systèmes comptables qui ont cette force-là sont totalement aveugles aux questions sociales et environnementales, comment peut-on arriver à avoir des organisations et derrière une économie qui tiennent compte justement des enjeux de durabilité? La réponse est, en fait, oui, justement, il y a un problème qui a été souligné de multiples fois, alors notamment ça a été rappelé dans un rapport fameux qui est le rapport L'entreprise, objet d'intérêt collectif, qui était en préambule à la loi Pacte en 2019, qui littéralement écrivait qu'à l'heure actuelle, comme ces enjeux socio-environnementaux ne sont pas dans la comptabilité, les entreprises sont dans l'incapacité de prendre des décisions avisées. Et là, ce n'est pas que les décisions de durabilité, c'est toutes les décisions. C'est totalement impossible. C'est-à-dire que là, comme on n'a même pas le début du commencement de la représentation d'un enjeu socio-environnemental pour permettre de rendre des comptes et d'être comptable de ce que l'on fait, la prise de décision est totalement impossible de façon avisée dans ce cadre-là. Donc, ce qui se passe, c'est que la question posée à comptabilité et durabilité se fonde sur ce principe-là. Et les premiers travaux en comptabilité écologique, qui remontent quand même à la fin des années 60, donc, on a quand même un sacré recul sur ces questions-là, viennent de ce constat, en fait. Alors aujourd'hui, ce qui est en train de changer, c'est qu'on est à un enjeu de plus en plus stratégique, qui est reconnu, alors, au niveau de l'Union européenne, alors on a CSRD, on a d'autres travaux, mais de plus en plus au niveau international. Alors, dans ce cadre-là, la France est très en pointe, même historiquement. La première loi, en fait, qui était à l'interface entre comptabilité et enjeux sociaux, c'était le bilan social dans les années 70. Donc, c'est dire, voilà, s'il y a aussi une tradition très forte, déjà comptable, la question politique comptable en France a toujours été importante, même si ces dernières années, elle s'est un peu sclérosée, malheureusement. Mais la question donc, de l'intégration des enjeux sociaux en comptabilité est aussi une question qui a toujours animé un certain nombre d'acteurs en France. Et dès lors,
quand on a donc passé cette couche de réaliser donc, ce qu'est la comptabilité et l'enjeu d'intégrer les enjeux écologiques dedans, se pose la question comment on fait tout. Et c'est là où on pourrait se dire, ben, si on met un peu de verdissement, si on met quelques indicateurs en fait verts ou enfin, voilà, dans la comptabilité, finalement, c'est mieux que rien et ça va permettre de reconditionner quelque chose. Et c'est là où on arrive, en fait, je pense, sur l'autre problème de fond derrière la comptabilité écologique. C'est le fait que, ben non, ça ne marche pas. Et c'est pire que ça, c'est que si on n'y fait pas attention, quand on va reconditionner un système qui a cette capacité, cette puissance-là, en l'orientant sur une base qui n'est pas réfléchie, on peut tout simplement être en mesure de développer des organisations qui soient encore moins durables qu'avant. En fait, ce que je suis en train de dire là, c'est que le fait d'intégrer des enjeux socio-environnementaux dans la comptabilité ne veut pas dire que ça va rendre la comptabilité plus durable et que ça va rendre les organisations plus durables. En fait, ça peut même favoriser une vision encore moins durable de l'économie. Alors, question pourquoi? Eh bien, si vous, justement, dans cette théorie de la représentation, l'histoire que vous avez racontée, la vision du monde que vous allez mettre en œuvre, si vous commencez à dire que la représentation d'un écosystème, ça va être uniquement le niveau de productivité de cet écosystème est capable d'apporter en plus. Et donc, on va se focaliser sur les services écosystémiques, les services productifs que l'écosystème est capable d'apporter. Et que vous allez dire, ce qu'on va intégrer dans le système comptable maintenant, c'est une meilleure captation de toute la productivité qui était contenue mais pas encore suffisamment prise en compte dans le système comptable. Sans même faire de calcul, en fait, quelle est l'idée et qu'est-ce que vous allez en fait mettre en œuvre si véritablement on prend vraiment 2 secondes pour réfléchir à ça, c'est-à-dire dire, on parle d'un système où on a des systèmes comptables qui ne prennent pas véritablement en compte les écosystèmes, à un système comptable où ce que l'on va prendre en compte, c'est toute la productivité qu'on n'avait pas encore véritablement utilisée des écosystèmes. Ça va déboucher sur quoi? Ça va déboucher sur des organisations qui vont encore plus utiliser les écosystèmes, qui vont justement aller gagner cette productivité. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que si on commence à représenter justement la nature sous l'angle de sa simple productivité, il ne faut pas s'attendre à ce qu'au final, on débouche sur quelque chose qui soit autre chose qu'une surexploitation des écosystèmes. Alors on pourrait dire, ça reste quelque chose de très théorique. En fait, il se trouve que quand on commence à essayer de voir justement à partir de modèles, en fait, il se trouve qu'en bioéconomie, on a des réflexions historiques qui ont essayé de réfléchir, pas simplement d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue donc d'intégration, une gestion basée uniquement sur la productivité des écosystèmes, etc. Et que si donc, on prend au sérieux cette thèse de on intègre dans les systèmes comptables uniquement les services écosystémiques et la productivité des écosystèmes, on débouche sur quelque chose en bioéconomie qui n'est pas forcément raccord avec des exigences scientifiques de respect de la résilience des écosystèmes, par exemple. Alors, il y a un papier très célèbre en 1973 d'un des grands noms bioéconomiques qui s'appelle Clark. On cite beaucoup au niveau de la chaire comptabilité écologique, entre autres, et dans tous les travaux autour de Kerr, qui est un papier qui revient sur la question de la surexploitation des ressources, alors notamment halieutiques, parce que c'est un spécialiste des ressources halieutiques, poissons, il parlait à l'époque des baleines, en disant que justement, si on intègre encore plus la question de la mise en évidence de la productivité liée aux ressources halieutiques, on arrive à une gestion des ressources qui peut carrément conduire à une extermination de la ressource. C'est-à-dire que ça devient optimal de l'exterminer. Bon, ce qui se passe, c'est que ces résultats-là, quand on les combine avec la comptabilité, donc on se rend compte que ça interroge sur le type de représentation à prendre en compte. Et dès lors, de quoi on est responsable? De quoi on est comptable? Est-ce qu'on est comptable de rien vis-à-vis des écosystèmes et la seule chose que l'on va prendre en compte, c'est leur productivité? Ou on prend la question véritablement au sérieux de la durabilité en disant l'enjeu, c'est de faire en sorte que les écosystèmes soient préservés et les êtres humains soient préservés. Et donc, sur une logique de préservation. À partir de là, si on commence à poser la question de la préservation, eh bien, il y a un certain nombre de conséquences. On en déduit un certain nombre de choses. Si on dit donc la représentation des écosystèmes et des êtres humains doivent être basée sur la notion de préservation, et que dès lors, si une entreprise utilise un écosystème
il y a quelque chose qui est de l'ordre de on doit préserver l'écosystème en retour. Si vous commencez à dire on doit préserver, donc il y a une redevabilité. Donc là, on commence à être comptable de quelque chose. Donc si on commence à être comptable de quelque chose, en comptabilité, ça porte un nom, ça s'appelle passif, peu importe, mais ça renvoie à des catégories comptables, ça renvoie à une qualification, ça renvoie à une représentation particulière. Et à partir de là, c'est si on prend cette vision-là, cette orientation-là, et donc on dit, voilà, ce qu'on va représenter, ce n'est pas simplement la productivité, donc on prend l'apport en fait, des écosystèmes, mais on va compter le fait qu'on exploite et en retour, on rend, ça conduit à structurer la comptabilité d'une certaine manière et pas d'une autre. Et c'est là où on arrive en fait sur le projet CARE. Le projet CARE, c'est une mise en perspective de la question comptable. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière la comptabilité pour en arriver à une réflexion sur les différents types de comptabilité écologique, tous les différents types de connexion entre comptabilité et problématiques socio-environnementales, et d'en faire une analyse sur la base de ce que l'on sait en bioéconomie. Donc ça, c'est vraiment inclus dans le projet CARE. Dès les débuts, dès les travaux de Jacques Richard, justement, toute la question avait été de dire si vraiment on prend au sérieux, et j'insiste sur ce terme, on prend au sérieux la comptabilité écologique, c'est-à-dire c'est pas simplement un outil sympathique où on dit on met un peu de verre, et puis de toute façon à la fin on fera pas ça, et on continuera à faire la comptabilité comme on l'a fait. C'est-à-dire si on prend les choses vraiment au sérieux, ça débouche sur quoi? Donc on a les moyens, encore une fois, d'alimenter cette réflexion, et donc si on pousse à partir de là cette réflexion, ça conduit du coup à prendre des orientations précises à partir du moment où on dit la durabilité, c'est pas surexploiter les écosystèmes, c'est préserver le monde dans lequel on est et en prendre soin. C'est l'origine, évidemment, du terme care. Et dès lors, toute la problématique de care, ça va être, à partir de ce fondement-là, d'en tirer les conséquences. Voilà, là, je vous écris, le projet care, c'est les conséquences de ce principe. Et c'est vraiment ça. Alors après, l'enjeu, ça a été de dire, bon, il faut quand même que ce soit opérationnel à un moment donné. Donc, il y a tout le programme en lui-même, qui est donc quelles sont les conséquences de l'intégration de la notion des nouvelles redevabilités écologiques dans les systèmes comptables, dans leur sens plein et entier. Donc ça, c'est vraiment tout le programme CARE. Et puis à partir de là, donc on tire plein de fils qui ont des conséquences micro, macro. Il y a des conséquences, par exemple, là, je dirige une thèse sur est-ce que si on intègre toutes les redevabilités dans les systèmes comptables, ça débouche sur la post-croissance, par exemple? Voilà, interrogation, donc les liens entre micro et macro. Donc c'est juste pour dire qu'il y a même une autre thèse que je dirige sur la question des conséquences en termes d'économie politique et derrière même de théorie politique renouvelée sur la base des nouvelles redevabilités en intégrant en fait donc ça dans les systèmes comptables. Donc ça pose plein de questions qui dépassent très largement la question de l'entreprise en première intention. Mais après, donc, il y a un fil qui se tire sur, bon, ça serait quand même bien que ce soit opérationnel et comment on met en place ça, véritablement. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à comment on en déduit une méthodologie. Et vraiment, dans cette vision pleine et entière de la comptabilité, qui est donc ce langage, alors on utilise souvent le terme d'architecture de l'organisation, donc autour de ces fonctions et de tout ce que l'on a à faire dans le système comptable. Et donc, de penser dans les conséquences, vraiment une vraie théorie de la représentation, une vraie théorie de la valeur, une vraie théorie de la responsabilité, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on en arrive donc au cadre méthodologique, mais c'est vraiment un bout du programme CARE qui est le cadre de, à partir de là, on a en déduit comment mettre en œuvre avec un certain nombre de variabilités. C'est ça que vous verrez, c'est-à-dire que dans le cadre de réflexion et dans cette déduction, on en arrive à des points centraux méthodologiques, mais qui ensuite, sur le terrain, donnent lieu à certaines variabilités sur la façon de les interpréter dans chaque cas, sur la façon de les mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir les choses un peu comme un entonnoir. On a donc des grands principes, on en déduit un certain nombre de choses. On arrive sur une méthodologie donc, qui est ce qu'elle est. Donc, et à partir de là, sur le terrain, en respectant tout ce cadre-là, eh bien, on a des éléments de fluctuation en fonction évidemment des cas réels. Alors, c'est comme ça qu'on en arrive donc à la. Alors, là, c'est passé. Alors, la zapette est là. Je vais chercher le type parce qu'il va devoir faire éteindre et rallumer que le deuxième écran marche et ça va faire du bruit. C'est pour ça qu'on a passé là. D'accord. Voilà.
Ah oui. Donc, c'est... Site internet, bien écouter. Merci d'avoir été venu. Ouais, c'est pas sûr qu'il remarche au deuxième, ce sera que le premier, parce que sinon, il faut rebooter l'ordinateur, il faut rebooter le système sur le temps. Du coup, je voulais insérer deux, trois données sur ce que tu disais, par exemple, sur la notion de l'aspect neutre en comptabilité. Une enquête a été menée, il y a ressorti que, par exemple, 80% des experts comptables interrogés pensent que la comptabilité est neutre en termes de représentation. Oui, ce qui... Voilà. Alors, là, on pourra parler exactement de j'ai des collègues qui viennent de sortir un super papier, justement, en démontrant que la comptabilité n'est pas neutre et ne peut pas être neutre. Là, il va sortir en mars. Voilà, alors, donc sur la question méthodologique, donc, juste pour balayer, mais pour bien comprendre, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que dans ce cadre-là, donc, on va partir d'une première phase qui est une analyse à la fois de l'entité à organiser, c'est-à-dire de l'organisation en tant que telle, c'est pas que l'entreprise, hein, c'est applicable aussi à des organisations publiques. Donc en fait, comment fonctionne cette entreprise ou cette organisation? Et donc ça, c'est la phase 1A, c'est l'analyse du modèle organisationnel, pour pouvoir justement comprendre à l'heure actuelle comment les choses sont organisées et pour poser le cadre d'une nouvelle organisation. Et dans la phase 1B, donc la phase 1 étant la phase d'initialisation, dans la phase 1B, on va en fait mettre en perspective de quoi nous sommes comptables, de quoi nous sommes redevables. Donc c'est là où on va structurer alors, ce qu'on appelle au sens de Kerr des capitaux. Alors le terme capital, il y a beaucoup à dire sur le terme capital, on peut en reparler si ça vous intéresse, mais le terme de capital dans Kerr renvoie à une représentation très particulière, qui est une représentation comptable, j'insiste, et qui s'oppose à la notion de capital en économie. Le capital en économie, c'est synonyme d'une chose productive, c'est la productivité. Le capital en comptabilité renvoie en fait à la notion de dette. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est toujours très, très étonnant, le passage entre sciences économiques et sciences comptables, c'est le fait que quand on dit, par exemple, une machine, en économie, on va dire c'est du capital, partie du capital. En comptabilité, une machine, dire c'est du capital, ça n'a absolument aucun sens. Mais alors, vraiment, aucun sens. Le capital, en comptabilité, c'est simplement de l'argent qui est apporté à l'entreprise et qu'il faut rembourser. Donc, en fait, c'est l'objet d'une dette. C'est un apport qui constitue une dette. Point à la ligne. Donc, au sens de Kerr, le capital, ce n'est pas la question de la représentation de la productivité, c'est la représentation stricte du fait que quelque chose est apporté, il va falloir le rendre. Donc, un écosystème est apporté, il faut le rendre, un être humain est apporté, il faut le rendre. Et c'est l'écosystème en tant que tel, et c'est l'être humain en tant que tel. Là, on n'est pas en train de parler d'une représentation financière, c'est vraiment l'entité en tant que telle. Alors, en phase 2, va être posée justement la façon dont tout ça s'insère dans le modèle organisationnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on compile les capitaux extra-financiers au sens de Kerr et le modèle organisationnel, et donc comment les capitaux s'insèrent dans le modèle organisationnel, ce qui va renvoyer à la question de la représentation des différents types d'emplois que l'on a des capitaux. Alors, derrière Kerr, il y a tout un programme sur la définition, la structuration des différents types d'emplois. Donc, qu'est-ce que l'on fait, par exemple, avec un sol? Quels sont tous les types d'emplois du sol? Et est-ce qu'on peut en définir certains éléments structurels qui permettent d'avoir des conventions sur la représentation des différents types d'emplois? Ça fait partie des éléments derrière Kerr. C'est vraiment, d'ailleurs, un élément actif de travaux au sein de Kerr. De la même façon, donc on utilise de l'eau, voilà, les masses d'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec? En fait, il se trouve qu'à l'heure actuelle, autant on a des classifications sur les services rendus par la nature, autant on a très peu d'idées de ce que l'on fait avec la nature. C'est-à-dire qu'on a passé énormément de temps à essayer de comprendre en quoi la nature était productive et comment on pouvait en tirer le meilleur parti, mais on a passé très peu de temps, en fait, à s'intéresser à ce que l'on faisait avec la nature et donc comment, en fait, l'interaction homme-nature se structurait. Donc ça va être la phase 2. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir, en sachant ce que l'on fait avec un écosystème ou un être humain, en déduire justement comment on le dégrade et ce qu'il va falloir en fait être en mesure de rembourser à terme. C'est en fait cette narration, c'est de dire
il y a quelque chose qui est apporté, je l'emploie d'une certaine façon, ça conduit donc à certains types de dégradation et donc certains types de préservation. Et donc c'est dans la phase 3 que l'on va structurer les activités de préservation pour, compte tenu de l'emploi d'un écosystème ou d'un être humain, et donc de l'intensité de l'emploi, on va être, et donc de la dégradation affectée, on va être en mesure, donc grâce à certaines activités, de rembourser l'écosystème ou l'être humain. La phase 4, donc jusque-là, en fait, on travaille sur l'entité comptable, donc l'organisation en tant que telle. La phase 4 généralise cette réflexion à l'intégralité de la chaîne de valeur, donc fournisseur et client. Et c'est à partir de la phase 5 qu'on va faire une intégration entre ces données qui sont purement en fait non monétaires. C'est vraiment une compréhension au sein même de l'écosystème de l'être humain. Donc, ce qui se passe avec des données qui sont, par exemple, biophysiques sur le sol, sur une masse d'eau, des données qui compilent des données physiques, sociales, psychologiques au niveau des êtres humains. Et donc, dans la phase 5, on va faire un rassemblement, on va faire une connexion avec les données financières en disant les activités de préservation qui ont été structurées à la phase 3, en fait, sont coûteuses. Et il se trouve qu'on peut démontrer, alors pour le coup mathématiquement, ça vient des travaux, que si on veut faire une connexion financière, donc une traduction en termes monétaires de la préservation de chaque écosystème et de chaque être humain un par un, c'est-à-dire sans compensation aucune, alors on est obligé d'en passer par une traduction monétaire sur la base des dépenses des actions de préservation à mener. Donc là, quand on parle de connexion financière, ce n'est pas une financiarisation, c'est vraiment la traduction d'actions précises pour préserver en l'état, sur la base donc, de ce qui a été défini sur qu'est-ce que l'existence d'un écosystème ou d'un être humain, chaque entité naturelle et chaque entité humaine. Alors la phase 6, c'est on regroupe tout ça dans ce qu'on appelle les grands livres. Donc là, c'est un peu de la technique comptable, mais c'est surtout une question de rassemblement de toutes les informations pour que tout puisse être interopérationnel. En phase 7, on a la production de bilans et de comptes de résultats intégrés, donc qui compilent toutes ces informations-là. Et en phase 8, on a la question de l'analyse, c'est-à-dire qu'à partir de ces nouvelles données, nouvelles informations, on est en mesure de comprendre la performance ou les performances de l'entreprise d'une autre façon. Donc voilà, en fait, toute l'architecture de CARE qui, en fait, on peut l'interpréter CARE sur l'intégralité de toutes les phases, mais aussi sur des phases précises. On a à l'heure actuelle, que ce soit en termes de réflexion ou en termes de mise en œuvre de CARE, par exemple, des entreprises qui se concentrent uniquement sur la phase 2, c'est-à-dire comment est-ce qu'on repense le modèle d'affaires sans avoir de chiffrage ou que ce soit, mais simplement en termes de représentation, la façon de s'articuler avec les écosystèmes. Et je peux vous dire que simplement sur la phase 2, on a un certain nombre d'entreprises qui témoignent en disant on ne peut plus penser la situation autrement après, c'est plus possible. Dans la façon de même comprendre comment l'entreprise fonctionne, et là, sans chiffres, c'est vraiment la notion de théorie de la représentation. On a des entreprises qui vont travailler spécifiquement sur la phase 5, avec notamment dans le cas agricole la structuration du juste prix. Comment est-ce qu'on structure un juste prix? Donc ça, ça va être une question sur la phase 5. Donc je veux dire, c'est qu'on a des organisations qui sont intéressées pour travailler sur un élément de la phase, d'autres qui veulent tout. Donc ça dépend. Et de la même façon, et je vais m'arrêter là, dans tous les différents programmes de recherche autour de CARE, de façon à faciliter le travail et l'interopérationnalité de tous les programmes, on a aussi ce système de phasage qui permet, là, de vous adresser en fait à des doctorants, doctorantes, des chercheurs qui travaillent, donc les praticiens et les praticiennes, où ils en sont, ils vous répondront, ben, moi je travaille entre la phase 2 et la phase 3. Donc ça permet en fait d'avoir un mapping complet de tous les programmes de recherche et que quand quelqu'un arrive pour travailler sur CARE, on lui dit, ben, là on a besoin de travailler sur telle ou telle phase, ou on a besoin de travailler sur l'articulation entre CARE et des problématiques juridiques, des problématiques politiques, des problématiques, etc. Donc ça permet de cadrer les différents travaux et que tout le monde puisse travailler dans un commun de connaissances. Et c'est mon dernier point, parce que l'enjeu, et ça a été souligné, c'est de vraiment développer à la fois un commun de connaissances et de pratiques, d'où la chaire comptabilité écologique qui fédère en fait ce commun de connaissances. Et c'est vraiment fédéré, c'est-à-dire que tout n'est pas dans la chaire, mais par contre, on essaie de le rassembler. Et le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux, qui fédère à la fois donc les pratiques et la mise en perspective dans un projet de société, donc renouvelé sur notre vision des choses. Merci beaucoup.
Merci Alexandre. Alors, du coup, moi je vais prendre la casquette de technicien. On va faire un vrai parallèle, un vrai pendant par rapport à Alexandre, où je vais rentrer plutôt vraiment dans l'aspect pratique avec un vocabulaire un peu plus, je vais dire terre à terre, on va atterrir les choses, voilà, dans le monde. Et donc, je vais faire cela à travers de 3 cas pratiques. Mais avant de rentrer dans le dur du sujet, je vais faire un petit peu de recul quand même pour mettre en perspective la côté de praxis que tu as évoqué. C'est-à-dire que tu peux avoir en tête, effectivement, quand Jacques Richard a sorti l'idée de Kerr, et après Alexandre est arrivé pour ses travaux de thèse, en parallèle de ça, Hervé Bégaud, donc, qui je rendrai hommage parce que justement c'était mon employeur, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, donc je lui dois beaucoup et ma présence ici ce soir parmi vous. Donc il était expert comptable, vice-président alors d'expert comptable en l'occurrence, était sur les bancs de l'université devant Jacques Richard en reprise d'études et donc sur la durabilité. Et donc Jacques Richard, comme pour Alexandre, lui a transmis le virus de la comptabilité durable. Et en fait, dès lors, à la sortie des cours, il a créé une entité dans sa boîte, Comptable Durable, pour justement travailler sur la question de l'opérationnalisation de la comptabilité CARE. Ce qui fait que ça l'a amené à financer des premières thèses, en partie sur le sujet, dont aujourd'hui on a Cyprien en BBF sur qualité naturelle, on a Clément Carne qui est à Dauphine, sur la partie recherche, qui dirige un master en durable, et on a eu bien Kova également à Reims-Champagne-Ardenne. Bon, bref. Donc, des premiers cas, ça a également été un des terrains pour mettre le pied à l'étrier à Ferme d'Avenir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ce nom-là, mais c'était des premiers acteurs engagés sur la question de comment je prends en compte dans l'agriculture la question de la comptabilité pour préserver l'écosystème. Et après, derrière, avec Comptable Durable, on a eu, et c'est là, moi, mon arrivée vraiment dans l'écosystème en 2019, la première opération, on va dire, grandeur nature, avec 10 entreprises en région PACA, avec un cofinancement de l'ADEME, l'accompagnement de l'Institut de l'économie circulaire, pardon, et donc, du coup, la région sud, qu'on appelle aujourd'hui, et donc Comptable Durable. Donc là, entre 2019 et 2024, on est passé de quelque chose comme une quinzaine d'expérimentations entre terrain de thèse et premier terrain d'entreprise à une cinquantaine aujourd'hui. Voilà, donc ça se développe. On est sur quelque chose qui avance et qui évolue. Et comme l'a dit Alexandre, on est sur un écosystème qui grandit et qui se structure. Donc il y a la chaire comptabilité écologique qui est vraiment sa partie recherche et structuration de l'écosystème. Le CERCES en termes d'association qui va fédérer les acteurs qui l'année dessus et porter aussi une forme de plaidoyer, mais aussi de construction d'outils et d'espaces de discussion et d'échange. Et le centre de formation, dans lequel j'interviens notamment tous les doctorants également, pour former des praticiens. Donc là, littéralement, c'est une condition, je forme des concurrents en partie, en plus d'entreprises qui veulent mettre en place. Je pense que le fait que tu formes tes concurrents. Je me permets là-dessus parce que c'est quand même assez inédit, c'est que je suis désolé, je me permets juste d'intervenir parce que là, il faut quand même le préciser, c'est que dans la communauté, les personnes vont en fait former leurs propres concurrents et qu'on est vraiment dans cette notion de coopétition. Voilà. Donc, bon, dans tous les cas, à un moment donné, si on veut que ça avance, je ne dois pas rester seul praticien avec mes collègues au sein d'Index. Il y en aura pour tout le monde. Donc voilà. Donc ça pour dire qu'on avance en écosystème, l'idée c'est d'aller loin. Donc derrière, maintenant, si on commence à entrer les mains dans le cambouis, quelques éléments généraux de retour d'expérience. Un premier point, c'est à quelle intention viennent les entreprises nous voir. Donc là, depuis 2019, de ma connaissance, ça évolue. On est passé d'un stade, des fois, de je suis pionnier, je vais être pionnier, je fais des choses en RSE et donc je montre ce que je fais de bien. En gros, je me rends compte que mon modèle d'affaires est durable ou alors que j'ai des impacts positifs sur le monde. Donc des fois, c'est un peu électrochoc parce qu'on avait l'intention qui n'était pas forcément au même endroit que le résultat de Kerr. C'est un peu la rencontre de l'économie et de la comptabilité. La question du pilotage de la durabilité. Donc ça, c'est vraiment un point qui est pour moi de plus en plus présent dans ma mission. C'est-à-dire que les entreprises qui viennent me voir ont compris l'enjeu du sujet. On n'est plus là pour parler de dire je veux forcément valoriser ce que je fais de bien, mais je veux commencer à voir qu'est-ce que je fais des informations de durabilité. En gros, aujourd'hui, on a la CSRD qui est pour produire beaucoup d'informations, mais en fait, derrière, qu'est-ce que j'en fais? Comment je les rends utiles pour piloter ma boîte? C'est littéralement ça l'enjeu. On a une phase intermédiaire de c'est quoi ce machin? À quoi ça va servir? À quelle sauce on va être demandé pour le futur? Donc là, j'ai des grandes entreprises, entre autres du CAC 40. Là, pour le coup, je ne peux pas en parler, je suis sous NDA à chaque fois. C'est dommage, ça aurait été intéressant. Mais qui, du coup, voilà, se pose la question, mais dans quoi on pourrait mettre les pieds demain et en quoi la réglementation pourrait tendre? Et maintenant, on est sur des cas où finalement, le pilotage de la durabilité est se former.
Donc, j'ai aussi des entreprises qui viennent nous voir pour littéralement se former et comment je peux être accompagné, moi, mes équipes, à mettre ça en place et maintenir dans le temps. Donc, derrière, quand on rentre dans une mission, une première mission par rapport à CARE, on rentre dans le sujet. Et pour le coup, Alexandre l'a dit qu'il peut rentrer par différentes étapes, par plusieurs étapes, aller pas à pas. Dans la mesure où je suis rentré dans le sujet dès le départ, un peu kamikaze, je traite tout de A à Z à chaque fois, quasiment. On commence à séquencer, mais en tout cas, dans le retour d'expérience, vous allez avoir des retours d'expérience sur l'entièreté de la mise en œuvre de CARE, de la première étape à la dernière étape. En tout cas, ça mobilise autour de la table tous les acteurs d'entreprise. Le dirigeant, bon, sauf dans le très grand groupe, on a le sponsor, la question des équipes comptables, de direction financière, les équipes RSE environnement, contrôle de gestion et RH. Et là, c'est un point important. Comme à l'époque, on pouvait observer par rapport au Green Bonds un nécessaire échange en fait, entre les activités financières et les activités de terrain, mais là, c'est pareil. On a besoin d'avoir une vraie transversalité, un dialogue entre les équipes, parce qu'on va devoir justement, à un moment donné, demander aux gens sur le terrain, sur les questions environnementales, sociales, qu'est-ce qui se passe réellement. Pour derrière se dire, en tirant le fil, où sont les coûts? Comment ça se passe? Et donc, structurer les choses. Et donc, après, d'ailleurs, on a des points d'attention. On rentre des missions qui peuvent être à durée variable en fonction de la taille, du périmètre de la mission. Est-ce qu'on se base sur une entité de l'activité, toute l'entreprise? Voilà, c'est la question du périmètre. En moyenne, je fais des missions entre 4 à 6 mois au début, dans lesquelles on va pouvoir tout positionner. Et dans ce temps-là, on va avoir différents points d'attention particuliers, comme par exemple la disponibilité des personnes. Typiquement, ne lancez pas une mission sur la comptabilité CARE au moment de la clôture comptable. Vous êtes sûr que ça va cracher. En tout cas, vous allez prendre du retard d'entrée de jeu. Derrière, la question des collègues et données est aussi une phase importante. C'est une phase dans le sens où là, on va demander aux praticiens d'aller chercher l'information chez eux. Où aller. Des fois, elle est structurée, des fois, elle ne l'est pas. Et des fois, ils se rendent compte qu'elle n'existe pas. En tout cas, qu'elle n'est pas formalisée. D'ailleurs, au début, ça qui était assez, je veux dire, marrant avec du recul, c'est que finalement, les premières expérimentations, les entreprises arrivaient en se disant, voilà, on est engagé en RSE, on a des éléments. Et en fait, quand on pose la question vraiment centrale de qu'est-ce qui est important à préserver, et bien là, on a un blanc. Et en fait, c'est pas un épiphénomène. On a une étude en 2017 qui montre, par exemple, que sur 40 000 rapports RSE étudiés, seulement 5% citent les limites planétaires. Sur 9 000 entreprises étudiées, seulement 0,3%, 31, alignent leurs objectifs, leurs indicateurs sur les limites planétaires. En gros, on tire dans tous les sens, mais pas au bon endroit. Donc voilà, ce qui fait que ce qu'on a trouvé dans les premières missions n'est pas une surprise en soi, mis en perspective. C'est parce qu'aujourd'hui, on en est là, littéralement. La bonne nouvelle, c'est qu'on avance. La CSRD va permettre d'aller plus loin, plus rapidement. Ça, c'est un point important de cette perspective-là. Voilà. Et donc, du coup, typologie d'entreprise, bah, comme je vous l'ai un peu évoqué, du CAC 40 à la TPE. Là, pour le coup, j'ai vraiment tout type d'interlocuteurs avec des besoins différents. Donc, là, j'ai une posture en tant qu'acteur dans le conseil qui est assez intéressante, c'est que je ne suis pas cantonné, en tout cas aujourd'hui, à un secteur ou une taille, une typologie, parce que le sujet étant tellement nouveau que finalement, ben, je communique, je parle avec tout type d'acteurs. Donc là, c'est 8 étapes d'Alexandre ramassées en 4 grands temps. Je vais passer rapidement dessus, dans le sens où le premier grand temps, c'est mon analyse du modèle d'affaires. Typiquement, mes clients, je peux leur mettre de toute façon toutes les 8 étapes d'entrée de jeu, on va avancer, des fois en parallèle sur différentes phases. C'est pour aller plus vite. Et des fois, c'est cohérent aussi, on gagne du temps dans la collecte d'informations. Première phase, vraiment, on comprend comment ça fonctionne. C'est-à-dire, on va chercher à comprendre où sont les impacts. Là, par rapport à la CSRD, c'est la matérialité d'impact, littéralement. Chez soi, périmètre direct et en chaîne de valeur. Derrière, on va structurer les capitaux. C'est-à-dire, à un moment donné, j'impacte une rivière, c'est un capital de ma rivière. Donc, il faut que je la définisse. Quel indicateur pour travailler sur mon état de santé je mets en place? Bon, je suis les impacts. Voilà ce qu'il y a derrière ces mots-là, en fait. L'insertion, c'est justement à quel endroit j'impacte la rivière. Est-ce que je l'impacte sur mes salariés arrivent sur site ou est-ce que je l'impacte parce que je relève les eaux industrielles dans la rivière? Voilà. Derrière cela, du coup, une fois qu'on a posé tous ces éléments-là et qu'on commence aussi à savoir, à voir, à évaluer l'écart qu'on a entre d'où je pars et l'état de santé que je dois atteindre, eh bien, on se pose la question de comment j'agis pour préserver ça, pour atteindre un bon état écologique. Et donc, on regarde en 2 temps, en premier temps, quelles actions sont déjà mises en œuvre. On fait un audit de l'existant, en un sens. Et c'est important parce qu'en fait, des fois, enfin souvent, en fait, on fait des choses, même si on n'a pas toujours sous les yeux. Et ensuite, parce que on a pu évaluer un écart d'être sur l'état de santé initialement, ça pose du coup la nécessaire question de qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour arriver au bon endroit. Donc là, c'est la question du plan d'action à mettre en œuvre pour atteindre la préservation qui se traduit du coup en tant que passif derrière, en comptabilité. C'est ça l'enjeu. Là, par exemple, sur une perspective avec la CSRD, la CSRD, il y a la question de mettre des cibles en place. Là, la cible CARE dit
la cible est alignée sur la science et sur des éléments réglementaires démocratiquement adoptés. Donc, c'est déjà une cohérence de la cible. Et donc, sur un bon état dans le sens où on n'est pas au bon endroit. On respecte l'accord de Paris, par exemple. Derrière, et du coup, le plan d'action qui en découle et son suivi est forcément aligné sur l'atteinte, le respect de cet objectif-là. En gros, c'est je mets en place le plan d'action qui me garantit d'être au bon endroit dans la ligne planétaire, de respecter la ligne planétaire. Et donc, derrière, ces actions-là, je les chiffre par les pour et elles, littéralement. C'est au moment où on ne se prend pas la tête, j'ai envie de dire dans le sens, on ne se prend pas la tête. Quand ça n'existe pas, il faut faire un benchmark, du coup, aller chercher l'information, mais en tout cas, si on pose la question en dehors d'études techniques, nous rendre un devis, là, on aura un montant. Voilà. Et donc après, derrière, on a notre tambouille comptable, qui est la même tambouille comptable classique, un grand journal, un livre de compte. On va passer les écritures comptables pour produire un bilan comme de résultat. Et donc, on aura un bilan comme de résultat qui a une nouvelle tête, avec des parties qui permettent de rendre visible littéralement ce qui est déjà fait et rendre visible ce qui reste à faire. Et à la fin, on a un résultat net comptable de rentabilité, une solvabilité qui, lui, est le terme classique aujourd'hui en comptabilité. La différence, c'est qu'il aura intégré, avant son arrivée à la fin, les éléments nécessaires à la préservation de tous les écosystèmes, la défense humaine et le capital financier, bien entendu. Et donc là, on peut faire une analyse élargie et on peut déployer tous les outils de contrôle de gestion, de business plan, de gestion de projet, comme on fait traditionnellement. Pour l'histoire, moi, je viens du contrôle de gestion à la base. Donc, en arrivant sur CARE, je me suis avec mes lunettes de contrôle de gestion, et c'est ça qui m'intéresse à la fin. C'est arriver sur l'aspect pilotage. Parce que finalement, bon, le contrôle de bilan, c'est bien, c'est une photographie à un moment donné, mais c'est pas ça qui fait avancer le schmitt tout seul. Il faut pouvoir le piloter derrière. Et donc, on va voir ça avec trois cas. Trois cas d'entreprise publiques et privées. Donc, SPLM, une entreprise publique à La Réunion. SLB, une entreprise française qui opère au Brésil et en Roumanie sur la question de gestion forestière. Et enfin, Data Science Location, une entreprise basée à Lyon qui fait des activités de pompage, de ravalement d'air phréatique et d'énergie temporaire. Ces trois cas sont, vous allez voir, sont complémentaires dans l'approche. Donc, petit spoiler, vous n'allez pas avoir de bilan de résultat complet parce que les informations restent quand même sensibles et confidentielles à ce stade-là. Par contre, vous allez avoir un partage d'expérience sur comment ça s'est mis en place, les principaux résultats. Et si on a le temps, on pourra voir, pour ceux qui sont curieux de voir comment on passe des écritures comptables, entre guillemets, pour résoudre les comptes, j'ai un cas qui ouvre à dérouler. Donc là, moi, je pourrais satisfaire toutes les sensibilités, y compris techniques. Alors, premier cas, SLB, donc Stéphane Dentu, chef d'entreprise qui a créé SLB en 91, entreprise qui fait au départ du négoce de bois et qui du coup s'est développée en faisant également de la question de la gestion forestière au Brésil et en Roumanie. Là, on a deux types de sylvicultures différentes. Au Brésil, on est au niveau du Paraná, on est dans le sud du Brésil, endroit déforesté à 80% en moyenne. Donc là derrière, en fait, on est sur des terrains qui sont déforestés, faits pour l'agriculture. Donc il rachète des terrains issus de la déforestation. Sur ces terrains-là, il va avoir 40% mis en espace en régénération. Donc là, c'est le terme à la mode, mais entre guillemets, c'est comment j'aide la forêt du Paraná existante à reprendre de l'espace sur ces terrains déforestés. Et en parallèle, lui, son activité, c'est la vente de bois. Donc il fait quand même pousser de la monoculture de bois, donc de l'eucalyptus, à but de faire du bois d'œuvre. Par contre, la question, c'est comment je fais une sylviculture qui permet de ne pas épuiser les sols, de ne pas épuiser le cycle de l'eau, et qui, en même temps, les gens qui travaillent dedans ne sont pas exploités, surexploités, et que je n'ai pas des pesticides qui partent de partout. Donc voilà, c'est vraiment la question de dire, voilà, je fais les choses bien au Brésil, et en même temps, j'accompagne une régénération à ma petite échelle d'une forêt qui était extrêmement impactée par l'eau. En Roumanie, contexte très différent. En Roumanie, on est sur un contexte où là, pour le coup, c'est les forêts les mieux gérées d'Europe. Bon, il existe forcément des exploitations illégales, ça c'est clair, mais c'est pas le gros du sujet. On a des écosystèmes forestiers en très bon état de santé globalement, et là, on est du coup sur des forêts où on est en gestion, où on respecte son renouvellement naturel. C'est-à-dire qu'on va prélever des arbres de façon à faire en sorte de ne pas exploiter l'espace forestier. Et donc, ils viennent nous voir en disant, ben voilà, je fais tout ça, et j'arrive pas à comprendre les investisseurs, les partenaires financiers et bancaires, que j'ai un impact positif, en gros, j'engage des dépenses, et ça ne m'apporte rien, et personne ne me soutient pour ça. Donc, il aimerait bien qu'il y ait un peu de comptabilité, vous faites ça en avant, et que les gens voient que, en fait, à un moment donné, ce que je fais ne sert pas à rien. Voilà le mandat. Ce qui fait que derrière, bon là c'est un peu beau de fonderie, mais les résultats sont, donc, première phase, analyse du net d'affaires, on regarde ce qui se passe, donc pour identifier les capitaux. En gros, juste pour l'exemple, on a différents capitaux comme le système climatique, le climat.
les êtres humains, les collaborateurs qui travaillent, littéralement, la biodiversité au Brésil, des questions sur l'eau et les sols au Brésil également, et la forêt en tant que telle en Roumanie. Et en fait, derrière, c'est vraiment là. Si on prend le climat, la question qui est derrière, on va avoir l'emploi, entreposage de gaz à effet de serre. L'emploi, c'est comment j'utilise le capital. C'est ce qui fait que je reconnais que je prends quelque chose, on m'apporte quelque chose, et donc je vais devoir le rendre. Là, derrière, la question de comment je le rends, c'est l'état du capital à respecter. Par rapport au climat, on a derrière un comité scientifique qui nous dit, ben voilà, si on veut limiter le réchauffement climatique sous 2 degrés, eh bien, il va falloir respecter le budget carbone. Et donc, littéralement, derrière, l'objectif de préservation par rapport au climat, parce que les collaborateurs se déplacent sur site avec des tracteurs, par exemple des voitures qui émettent des gaz à effet de serre, donc j'ai une redevabilité derrière de dire, ben, il va falloir que je respecte le budget carbone. Par la question, par exemple, de la forêt en Roumanie, là, on va avoir des agents forestiers qui sont les garants de la bonne état de santé, ceux qui vont traduire l'état de santé. Ils vont observer, par leur pratique, leur connaissance, comment ça se passe, comment ça va, et donc pouvoir mettre en place des actions adéquates, et suivre des indicateurs qui indiquent est-ce que la biodiversité dans la forêt va bien, est-ce que mon sol est en bon état de santé, est-ce que mes semis, donc en gros, les semis, c'est les graines d'arbres qui tombent au sol et qui repoussent naturellement pour renouveler la forêt, sont là, ne sont pas écrasés, pétinés. Est-ce que les bûcherons que l'intérieur respectent une voie de cloisonnement, un petit chemin? En plus, on aborde en débardage à cheval, par exemple, ça change des gros tracteurs qu'on peut avoir des fois en monoculture, etc., etc. Et donc, voilà, on a derrière la question, l'état de santé pour la forêt, ben, c'est justement le bon état de santé de la forêt en tant qu'écosystème. On n'est pas sur une vision d'une culture. Là, pour le coup, par exemple, au Brésil, on n'a pas une entité forêt, on a un sol. Parce qu'en fait, au Brésil, l'activité qu'il va avoir, c'est je plante des arbres pour vendre du bois d'œuvre. Donc derrière, en fait, c'est une plantation d'arbres, mais derrière, l'enjeu, c'est le sol à préserver. C'est quand je n'épuise pas le sol avec les arbres que je plante et je cultive, en fait. C'est comme du blé. Donc voilà, c'est ça l'enjeu de la réflexion qu'il y a derrière, c'est comprendre ce que je fais pour voir où sont les vrais capitaux à préserver, donc derrière, quelle action je vais en œuvre pour les préserver. Ce qui fait qu'on va se dire, ben voilà, maintenant, dans les actions, qu'est-ce que je fais déjà? Là, on est une entreprise qui fait déjà pas mal d'actions, notamment par rapport au sol et à la question de la forêt en Roumanie. Ces actions-là ont des coûts. Et donc, ces coûts vont avoir une codification particulière en comptabilité, une nomenclature qui apparaît, donc comme type l'axio capital. L'axio capital sert à expliquer qu'est-ce que je mets en œuvre pour suivre, comprendre mon capital. Donc, voilà. En gros, c'est par exemple, je fais un bilan carbone. Sans bilan carbone, je ne peux pas savoir d'où je pars et où je vais. C'est la base. Et bien pareil, une forêt en bonne santé, si je n'ai pas un agent forestier pour me dire dans quel état elle est, je ne peux pas savoir son état de santé, ni quelle dynamique elle peut avoir, et quoi faire pour agir, pour la restaurer, pour la préserver. C'est vraiment ça. L'action capital, c'est combien ça me coûte de comprendre, piloter mon capital. Derrière, on a des actions dites d'évitement. L'évitement, c'est comment je supprime l'impact à la source, la dégradation. Là, c'est vraiment l'action la plus puissante dans le sens où je travaille vraiment sur le cœur du modèle d'affaires pour changer, de modifier. Comment je fais différemment pour ne plus avoir l'impact. On va avoir la préservation. Et là, c'est du coup, je reconnais que j'utilise un capital, mais ce n'est pas grave en soi, parce que typiquement, quand j'ai un actionnaire qui m'apporte de l'argent, derrière, l'argent, je vais l'utiliser, le consommer, le dégrader, enfin, le dépenser. Et donc, derrière, mon activité doit me garantir des ventes suffisantes pour rembourser mon actionnaire. Et après, il peut y avoir un profit éventuellement, une distribution de dividendes. Mais là, c'est pareil, j'ai envie de dire, pour les capitaux naturels humains, dans le sens où on va avoir l'apport du capital. Donc, en l'occurrence, la forêt apporte du bois qui peut être récolté. Maintenant, derrière, en échange, bien soit je fais en sorte de ne pas surexploiter, ou alors je fais en sorte d'accompagner son renouvellement naturel. Donc, ouais, ça me coûte d'accompagner ce renouvellement naturel. C'est ça l'enjeu. Sur l'eau, typiquement, pour les questions de cycle de l'eau, au Brésil, on va avoir des rivières qui serpentent au milieu des parcelles. Mais derrière, si on plante trop près de ces cours d'eau, on peut épuiser, on les mettre à sec. Donc, du coup, les arbres vont tomber dans la rivière. Donc, ça va abîmer le cycle de l'eau à ce niveau-là. Donc là, il y a une réflexion sur comment je plante mes arbres pour ne pas dégrader mes rivières. Bon, là, typiquement, sur ma slide, on voit qu'il y a un impact lié au changement climatique. C'est aussi pour sortir qu'à un moment donné, les capitaux sont aussi en interaction avec d'autres entités. Donc là, typiquement, moi, je peux avoir une action pour faire en sorte de préserver mon capital, et des fois, on peut avoir d'autres choses qui font que l'État se modifie, mais ne peut plus pas non fait. Donc ça, c'est un élément important aussi, peut-être que on pourra en discuter après, j'ai des questions-réponses, c'est que l'État et le capital peut évoluer dans le temps. Parce qu'à un moment donné, des fois, de changer d'État, de mon fait ou pas de mon fait, il faudra prendre en considération aussi. Il ne faut pas chercher à préserver quelque chose qui n'est plus préservable. Voilà, et donc ces actions-là, derrière, on va les retrouver dans les comptes de résultats et bilans comptables, et donc ça illustre littéralement qu'est-ce que je fais, combien je dépense pour faire les choses,
et quel est l'écart et les budgets complémentaires que je vais devoir prendre. Et ces budgets complémentaires vont impacter potentiellement ma rentabilité. Donc, soit je suis déjà très bon partout, je prends tout en compte, et à ce compte-là, très bien, il n'y a pas d'impact visible, ou alors je me rends compte que je pars de loin et que potentiellement je vais devoir engager des budgets conséquents pour être au bon niveau. Et en fait, on se met à nu. C'est aussi ça l'idée. C'est aussi pour ça que on nous critique souvent qu'on n'a pas d'auto-expérience. Bah, en fait, la auto-expérience, c'est que souvent, au début en tout cas, on se met à nu. Et c'est pas souvent flatteur. Après, la logique, c'est de se dire maintenant, c'est pas d'être honteux d'être à nu. C'est plutôt de se dire comment je me rhabille intelligemment. Et comment je vais prendre des choix avisés pour le faire. Voilà, donc la CSRD, elle va amener l'entreprise à se mettre à nu. J'ai capté des discussions déjà sur, par exemple, dans l'entreprise, est-ce qu'on prend en compte les microparticules de plastique dans la matérialité d'impact, alors que c'est un des plus gros compteurs de plastique au monde? Bah, vous faites le faire ou pas le faire, j'ai envie de dire, vous ne faites pas pendant 1 ou 2 ans, c'est peut-être tranquille, mais derrière, les ONG vont revenir à la charge en disant, il y a un problème, les gars, à un moment donné, c'est matériel pour vous. Donc voilà, c'est pour ça, il ne faut pas avoir peur de le faire, parce que ça va revenir, ça va arriver. Donc voilà un premier cas. Il se trouve qu'ils ont envoyé leur compte, donc le rapport CARE, qui fait une cinquantaine de slides, à la Banque de France. La Banque de France a amélioré la notation de l'entreprise. Derrière, ils ont du coup eu des crédits à taux préférentiel, et ils ont eu une question de la revalorisation de l'EBITDA à la revente de l'entreprise. Bon, ça, on n'a pas vu venir, ce n'était pas prévu, ça arrive. Et voilà, là, on a quelque chose où, et en plus de ça, là, dans mon cas, on peut voir derrière, c'est que tout n'était pas encore mesuré. Typiquement, au niveau du Brésil, pour les sols, on ne sait pas encore quel est le bon état à atteindre, parce que c'est aussi compliqué des fois. On n'est pas en train de dire on a quelque chose qui va apporter toutes les réponses. La comptabilité pose un cadre, un contenant qu'il faut remplir. Et parfois, les réponses sont pas toujours existantes. Il faut accepter cela. Il faut accepter le fait qu'on va devoir des pas avancer progressivement, pas à pas, et construire l'information. Ça, c'est un premier retour d'expérience. Si je prends un deuxième retour d'expérience, donc là, on va voir la SPE Eden, une entreprise publique sur l'île de la Réunion. Donc là, c'est aussi pour montrer on peut voir que l'approche de cette comptabilité CARE marche aussi bien dans le privé que dans le public. J'ai envie de dire, la logique fonctionne partout. Dans leur cas, on est sur une entreprise, dans un contexte sur l'île de la Réunion où on avait de manière préexistante une myriade d'associations et d'acteurs rattachés à leur communauté de communes pour gérer, entre guillemets, l'entretien des parcs et jardins, la préservation des écosystèmes de l'île, la réinsertion par l'emploi, la question de la lutte antivectorielle. Donc, en gros, comment j'évite d'avoir des propagations de virus comme Zika et chikungunya, par exemple, ou la dengue. Voilà. Et donc, ils ont décidé de rassembler tous ces acteurs dans une seule entité, la SPEDN. Et donc, derrière, on va avoir le département et les Comcom qui sont ensemble en tant qu'actionnariat qui missionne, du coup, cette entreprise pour avoir une action coordonnée sur tout le territoire de la Réunion pour ces missions de préservation des écosystèmes, d'entretien de parcs et jardins, de réinsertion par l'emploi, de lutte antivectorielle, etc. Donc là, au moment où ils sont venus nous voir, c'était naissante, elle avait 1 an et demi d'existence, cette entreprise-là. Et ils voulaient vraiment de dire, voilà, nous, on a avec une vision, le DG qui a 62 ans, qui a roulé sa bosse, et du vécu, qui connaît les élus, qui a un vrai soutien derrière, qui dit, voilà, moi, mon but, c'est à un moment donné, à la Réunion, on a des écosystèmes qui sont abîmés, il faut y aller, il faut les régénérer. Et je veux pouvoir avoir en place les outils pour le montrer et piloter intelligemment. Donc, cette entreprise de 400 employés d'entrée de jeu, du fait de regroupement d'acteurs initial, s'engage là-dedans avec un engagement assez fort. Mais au niveau des équipes, on doit du coup avoir une directrice financière, celle qui nous a identifié, qui est venue nous voir en fait. Dans l'équipe, on est sur un écologue qui travaille, du coup, travaille sur les questions de comment on préserve un écosystème sur ce niveau de la Réunion, etc. etc. Donc, c'est ça l'enjeu. Et donc, sur ce terrain-là, on a vraiment deux objectifs. Un objectif qui était de dire, nous, notre mission, c'est, en fait, en un sens, restaurer les capitaux du territoire. Et en faisant cela, on va engager nos propres capitaux, enfin, on va employer nos propres capitaux qu'on doit également préserver. Du coup, on a ce dialogue-là, ce discours-là, articulation-là entre qu'est-ce que je préserve, et du coup, à un moment donné, comment je peux en rendre compte, et en même temps, moi, en faisant ça, est-ce que je suis moi-même comptable du respect de mes capitaux à moi? Voilà. Ce qui fait que on va avoir la demande des actionnaires. Donc, on part d'un constat qu'on a une biodiversité par rapport aux écosystèmes dégradés. Il y a des questions d'enjeux de déforestation, de braconnage, d'espèces exotiques envahissantes, des questions du cycle de l'eau, des problématiques de ruissellement. Pareil pour les sols, des problématiques d'érosion. Les deux vont ensemble en général.
Et enfin, les humains, il y a des questions de chômage longue durée, éloigné de l'emploi, et des questions de risque de propagation de maladie. Donc voilà, donc là, les acteurs disent, sur le territoire, on a ces problèmes-là, il faut agir. Et donc, en agissant, et bien, les équipes d'SPLTN vont du coup utiliser des camions pour aller dans les écosystèmes qui mangent du carburant fossile, qui pollue des gaz à effet de serre, donc paf, qui est climatique. On a des collaborateurs qui travaillent, littéralement ils travaillent. Ben voilà, donc c'est un emploi, il faut le préserver derrière. En état de santé physique, mentale, des compétences, un salaire également qui a permis de vivre décemment ou pas. C'est une vraie question à avoir. Derrière des questions de biodiversité, parce qu'en fait, et là, ça c'est assez marrant à étudier, c'est que quand ils interviennent dans les écosystèmes forestiers, par exemple, pour les restaurer, eh bien, s'ils ne font pas attention, ils peuvent les dégrader en même temps. Du coup, on va avoir un capital de biodiversité qui est le même que celui du territoire. En fait, littéralement, l'action, c'est je vais dans l'écosystème pour arracher les plantes invasives et replanter des plantes endémiques locales. Eh bien, si en faisant ça, les gens, en allant dans l'écosystème, ne vont pas laver leurs habits et les véhicules pour y aller, ils vont avoir sur eux des graines de plantes de type envahissantes également, et les replanter sans faire attention. Du coup, les actions de prévention, en prévention, en un sens, c'est comment je mets en place des dispositifs pour nettoyer les tenues, les équipements, avant d'intervenir, pour être sûr d'avoir une action efficace en l'intérieur. Voilà, des questions, voilà, pour illustrer cela. Après, par exemple, pour la question de la lutte anti-électorale, on peut avoir la question de l'entretien des espaces verts chez les gens. Donc souvent, on a des personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas les moyens d'entretenir leur espace vert. Et du coup, c'est des habitats adéquats aux moustiques pour proliférer les maladies. Et en même temps, en gros, ça revient à faire des lagages et de la tonte. Le problème, c'est que si j'ai de manière trop forte, je tombe trop ras, je provoque de l'érosion pour mes sols et du ruissellement pour les autres zones de pluie. Et donc, j'impacte le cycle de l'eau et mes sols. Et derrière, la question, c'est comment je forme mes équipes à avoir une gestion différenciée, une bonne gestion, tonte et entretien de ces espaces-là pour justement ne pas provoquer de l'érosion ou du ruissellement. Voilà ce qu'il y a derrière comme réflexion concrète dans la mise en œuvre. Et tout cela débouche, encore une fois, sur des coûts, des actions. Donc là, on peut voir, par exemple, qu'on a des actions d'action capitale substantielles, des actions de préparation importantes, parce que derrière, en fait, il y a aussi des questions humaines qui est extrêmement lourde. On parle de salaire, on va différentes dimensions, comme le salaire décent. C'est quoi un salaire décent? Là, la CSRD ouvre le débat aussi, hein, vous allez voir la définition de la CSRD. C'est la fête, entre guillemets, il y a 4 ou 5, 6 possibilités différentes de définition de salaire décent. Donc, laquelle est la bonne? Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on retient? Il y a une proposition. En tout cas, une proposition. On s'appuie sur les travaux en France de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, qui propose des budgets décents. Voilà, donc en gros, on est à un salaire décent, c'est pas le SMIC, c'est plus que le SMIC, en l'occurrence. Donc voilà, on a des questions aussi, par exemple, de santé au travail. C'est quoi la santé au travail? Combien ça coûte de mettre en des actions adéquates? Etc. etc. Et là, j'ai fini. Ah, ok, il y a une slide mystère, c'est au milieu. Ouais. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de passer le troisième examen. Okay. Si tu veux garder plutôt pour les questions. Ah oui, devant moi, c'est ça? Ok, chaud. Ben voilà, bon, bref. Là, très rapidement, une minute, le dernier exemple, voilà, juste un petit point. La task location, là, on a un dirigeant qui vient nous voir en disant non, mon but, c'est le pilotage derrière. En gros, son objectif à lui, c'est pas de s'arrêter une comptabilité, c'est de dire maintenant, je veux pouvoir faire un tour de table dans lequel je vais choisir un investisseur. Donc, ils vont venir avec moi pour me dire, je m'engage sur un TRI, donc tout retour sur investissement, qui prend en compte des plans d'action à 3 à 5 ans, me garantissant le respect de la trajectoire climatique, basée à 2,5, préservation des sols, etc., etc. En fait, on construit littéralement en ce moment un business plan avec CARE qui prend en compte toutes les dimensions pour derrière arriver derrière un tour de table et des échanges avec des investisseurs sur maintenant, voilà, on est vraiment allé sur la durabilité, chiche, nous aussi. Donc, on construit ça. Voilà, en un mot, c'est ça l'enjeu. Et ben, du coup, pour passer un peu cette question, je m'arrêterai là et tant pis pour les simples techniques. C'est la place aux questions. Après, si Sylvie Bénard veut dire un petit mot, non, qui est à l'origine de fondatrice de la chaîne. Moi, j'avais peut-être une question quand même, c'était sur défis, difficultés, les bénéfices. On voit les bénéfices, mais c'est quand même pas une méthode très simple.
Et est-ce que vous avez des retours d'expérience à ça? Alors, la question des difficultés, elles peuvent être multiples, dans le sens où déjà, il y a une question entre les difficultés qu'on avait au début, c'était l'incompréhension dans quoi les gens mettaient les pieds. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on allait leur mettre, non, parler de dette climatique, par exemple, de restaurer un sol, ça a un coût, et ils pensaient qu'on allait valoriser positivement les actions qu'ils faisaient, comme par exemple le finance au de quartier. Bon, je suis un peu caricatural, mais c'était à peine faux. Donc voilà, déjà, il y a cette première réconciliation de quoi on parle. Une fois que ça c'était compris, des fois, il y a des incompréhensions au sein même des équipes. Par exemple, on peut avoir des équipes qui sont là, mais oui, mais nous, on travaille sur la forêt, en parlant du vocabulaire lié au vocabulaire de l'économie, c'est un actif productif. C'est forcément, donc au Brésil, par exemple, on plante de l'eucalyptus, c'est une forêt. Ben non, c'est pas une forêt, c'est une plantation d'arbres non spécifiques, c'est une culture. L'enjeu, c'est le sol. Et en fait, il y a un moment où on était bloqué parce que les équipes voulaient à tout prix valoriser ça comme une forêt, alors que ce n'est pas le cas. Et le dirigeant, à un moment donné, a dit, mais en fait, c'est arrivé à tout prix. Mais non, mais attendez, là, moi, mon problème, c'est pas la forêt. Je ne sais pas une forêt. Mon enjeu, c'est comment je préserve le sol qui est dessus. Parce qu'en fait, c'est ça mon activité, c'est avoir du bonheur à la fin. Et pour avoir du bonheur à la fin dans le temps, il faut qu'après ma récolte de bois, je puisse replanter avec un sol en bon état de santé. Voilà. Et du coup, notre limite, notre frein, potentiellement, c'est un enjeu de discussion sur, de compréhension de quoi on parle. Là, ce n'est pas des freins techniques, c'est des freins sociologiques, j'ai envie de dire, culturels. Merci. Ensuite, dans les difficultés, là, pour le coup, autant il y a un an, on pouvait dire que c'est une difficulté, autant que la CSRD, c'est plus une difficulté du tout. Tout le monde flippe, c'est simple. Alors, on va être très clair, tout le monde se rend compte qu'il va falloir collecter plein d'informations. C'est important. Alors, typiquement, c'est une des éléments que j'ai mis dans la première slide, le temps de collecte de données. Ah oui, c'est un gros morceau, il ne faut pas se leurrer. Mais maintenant, il faut le faire. Voilà, merci la CSRD. Par contre, par rapport à ça, j'ai envie de dire que c'est important de le faire intelligemment et bien structuré. Donc là, pour le coup, ne pas partir en ordre dispersé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dans les... Ouais, c'est le principal. Vas-y, Alexandre. Juste très rapidement, c'est que souvent, en fait, on associe malheureusement CARE à la question de la complexité en disant oui, il y a plein de données à aller chercher. En fait, CRD est en train de mettre en perspective quelque chose qui est connu en comptabilité, qui est qu'il y a une différence entre la comptabilité qui fait de la structuration de données et la question de la production de la donnée. Quand il y a eu, par exemple, la première mise en œuvre des contrôles de gestion, ça a mis quand même 30 ans hein, pour vraiment arriver à mettre en place les systèmes d'analyse en complet, etc. Les premiers systèmes n'avaient pas le début du commencement des bonnes unités d'œuvre, les analyses de corrélation comme il fallait. On n'avait quasiment rien. Je ne parle même pas de la mise en œuvre des dotations aux amortissements, qui est maintenant un classique total. En fait, ce qui se passe, hein, c'est que c'est le cadrage comptable donc, qui permet de savoir quelle information et comment l'organiser, enfin, qu'est-ce qu'il faut comme information et comment l'organiser, qui va ensuite pousser à produire l'information comme il faut. Ce n'est pas l'inverse. C'est pas, il y a une sorte de production d'informations un peu ex nihilo qui ferait qu'on a tout et après, hop, on peut tout intégrer. En fait, c'est vraiment, l'histoire comptable montre que ça s'est pas fait comme ça. Donc là, on est, et c'est vraiment ce que CSR démontre, dans une perspective où, jusqu'à présent, on attendait de dire on a la donnée facile à obtenir, donc c'est ça qu'on va prendre en compte et c'est bon. Ah non, en fait, il y a une façon de raisonner, et je reviens sur le rôle de la comptabilité, c'est pas en fait de compter, c'est déjà de poser une façon de raisonner, une façon de représenter, et ensuite on va regarder l'information qu'il faut, et de se rendre compte que cette information, eh bien, il y en a une partie qui est disponible, mais qui est éparpillée. Et ça, CSRD est en train de le mettre vraiment en perspective. Donc en fait, la difficulté par rapport à ça dans CARE, qui est une difficulté réelle, c'est de pouvoir poser sur la table qu'on pose un cadre et qu'après, on se pose avec l'entreprise pour savoir où aller chercher la donnée et le temps qu'il faut pour aller chercher la donnée, etc. etc. Et c'est aussi le rôle du CERCES d'agréger en fait justement en fait, les points de collecte, les expertises pour faciliter le travail. Bonsoir.
Sinon, c'est pas enregistré. Je suis pas sûre qu'il marche mieux sur nous. Ah. Sinon, venez au pupitre. Allô? Non. Bon, Littéralement. allez-y, allez-y. Vous répétez la question, ça Moi, je vais y aller, c'est ça. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. J'ai appris beaucoup de choses. J'aurais une question pour vous, Monsieur Rambaud. Sur votre diapositive, à un moment donné, sur la méthode CARE, il y avait une partie dédiée à la santé psychique. Comment, selon vous, on peut analyser et compter ce genre de données, justement, pour des données qui sont au-delà du matériel? Je vous remercie. Oui, merci pour la question. Ça me permet de revenir sur un point qui est que dans CARE, dans CARE, justement, on ne va pas tout compter. Par contre, on va représenter. Et on va se poser la question de comment on prend en compte. Ce n'est pas la même chose. Donc, dans le cadre de CARE sur la question de la santé psychique, pour cet exemple-là, il s'agit de poser la question dans les différentes spécialités qui existent, qu'est-ce qui a été fait? Et donc d'aller regarder sur la médecine du travail, sur les psychologues et comment ils travaillent. Et donc la première chose qu'on dit, alors ça de façon très très concrète sur les terrains de mission CARE, c'est dire justement sur la question santé physique et psychique, ça sert à rien de faire des grands reportings. Allez demander à la médecine du travail. Eux, il y a des spécialistes qui voilà, sont formés pour ça, qui, pas normalement, dans l'état de la médecine du travail, ce qu'elle est, justement, c'est un énorme problème. Et donc, la notion qu'on va utiliser dans le CARE, c'est la notion de traducteur et non pas d'indicateur. C'est-à-dire de dire, on doit prendre en compte quelque chose et on va poser la question de comment on traduit cette chose de façon systémique, sans être obligé de compter, mais à partir soit parfois d'indicateurs non quantifiés, soit parfois, par exemple, de biomarqueurs. Alors, c'est dans le cas, par exemple, de l'eau. D'ailleurs, c'est même exigé dans l'additif cadre eau où on va avoir un certain nombre de biomarqueurs, c'est-à-dire, par exemple, des espèces animales et végétales qui vont être en mesure de capter de façon systémique l'état écologique d'une masse d'eau, soit par directement des personnes, comme des médecins ou des écologues, des agents forestiers, comme Mathieu en parlait, qui vont être donc là en mesure de dire à un moment donné, on respecte ou pas l'état de préservation et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour respecter l'état de préservation par rapport à leur analyse. Donc il ne s'agit pas de compter en fait. Là, il s'agit par contre d'avoir un état de référence et c'est à partir de là que l'on peut déterminer si on est en dessous ou en dessous, de pouvoir avoir un pilotage avec des acteurs qui sont en mesure d'accompagner le pilotage et d'avoir toutes les activités ensuite derrière. Et pour illustrer cela, c'était un des points que j'aurais pu dire sur mon cas de SPLNM, c'est que derrière, il y a eu un travail conjoint avec Jean-Christophe Batou, qui est un expert sur les capitaux humains, qui a mis en place les questions d'évaluation du capital humain dans la mesure où c'est tout un dispositif pour comprendre quelles sont les situations à risque, qui du coup permettent d'émerger des vraies questions, de dire à un moment donné, à quoi sont réellement confrontés les gens sur le terrain, en gros les questionner directement en termes de questionnaire, de focus group, d'échanges ouverts, pour eux-mêmes qu'ils puissent co-construire le plan d'action adéquat. Et en l'occurrence, c'était assez intéressant, c'est que dès la mission, en fait, ils ont construit un plan d'action qu'ils ont mis en œuvre dans la foulée, qui ont été tout de suite pris en compte dans les comptes. Par exemple, on a des agents qui sont en fait à l'interface entre l'entretien des espaces forestiers, enfin des espaces d'écosystèmes, et la réinsertion par l'emploi. Il se trouve que les publics en réinsertion par l'emploi, c'est des publics pas forcément simples à gérer. Ces gens-là n'ont pas les compétences pour le faire. C'était en tension assez forte en termes de santé mentale parce qu'ils étaient désemparés face à la situation. Le travail d'enquête mis en amont, en avance sur l'aspect, c'est quoi les risques psychosociaux dans l'entreprise, appelle une accès en lumière et donc de construire un plan de formation adéquat pour répondre à la problématique. Et donc, on est bien sur ce que dit Alexandre, c'est comment on représente les choses, comment on cherche à faire sortir la situation, sur un indicateur ultra technique, quantitatif, comme le climat, par exemple, en tonnes CO2. Une autre question? On va faire une tentative. Bonsoir, ça marche. Ah oui. Merci tout d'abord pour votre présentation extrêmement intéressante, notamment sur l'aspect du langage que crée la méthode CARE, l'aspect sémantique, l'aspect de la comptabilité. Après, donc, ça, j'ai très bien compris. Après, on a souvent cité quand même la CRSD, CSRD, mais il me semble que ça, c'est une directive. Alors, ma question, c'est parce qu'il y a plein de bonnes intentions qui sont très claires dans les exemples que vous avez présentés et ça fonctionne. Là où je n'arrive pas à faire le rapport, c'est entre la méthode et finalement
les orientations qui sont derrière. Dans les cas présents, on a 3 entrepreneurs qui ont une volonté de ne pas avoir un impact négatif, il me semble, en tout cas dans notre compréhension. Mais du coup, ça relève des orientations de ces personnes, parfois de la réglementation, de l'histoire de la directive. Et en fait, la méthode, elle accompagne parfaitement ça, mais la question, c'est est-ce qu'elle influence ces orientations et cette philosophie, finalement, qui est portée dans les exemples qu'on a menés, dans le cas d'exemples qui n'auraient pas cette philosophie initiale. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, ça revient un peu à ce que je disais au début entre les premiers contestés qui ne savaient pas dans quoi ils mettaient les pieds. Et du coup, ça marche tout à fait. C'est juste qu'on va révéler que des fois, souvent, ils ne mesurent rien, premier point. Et quand on mesure, qu'il y a un gap important à combler potentiellement. C'est ça qui va être révélé. C'est-à-dire qu'on n'est pas là ça n'apporte pas une solution ou un jugement de valeur, quoi que ce soit. C'est indépendamment de ça. C'est la question que pose derrière, qui est derrière, c'est comment je préserve les écosystèmes et les humains comme le capital financier. Et du coup, ça oblige l'entreprise, peu importe ce qu'elle fait, son secteur d'activité, le dirigeant, peu importe son intention, c'est positif ou négatif entre guillemets, à avoir cette évaluation d'écart et donc derrière de voir comment j'y réponds. Voilà. Et si je peux compléter par rapport à ça, si je comprends aussi bien la question, ça renvoie à un point sur lequel on a beaucoup de mal à faire passer la communication, c'est que oui, il y a des échecs dans la mise en œuvre de CARE qui sont des échecs sur lesquels on aimerait vraiment communiquer, mais sur lesquels on ne peut pas parce que les échecs sont souvent extrêmement sensibles, parce que la philosophie de la méthodologie est rentrée en concurrence directe avec la philosophie de l'organisation, et comme CARE n'est pas obligatoire, l'organisation a dit non, on arrête. On a un cas, par exemple, qui est devenu célèbre dans la communauté, mais sur lequel on ne peut pas communiquer, parce que là, c'est totalement confidentiel, donc je ne révélerai rien, mais je veux juste le dire à l'oral, où en fait, non, mais je ne donnerai pas d'informations qui permettent de reconnaître les entreprises. Où, en fait, quand on est arrivé sur la question du capital humain, on a l'entreprise qui nous dit, voilà, chez nous, on est très inclusif, etc., etc. On a des personnes qu'on prend en prestation de services, on les considère comme les employés, etc. Et donc là, on arrive sur la méthodologie qui implique une philosophie sur la reconnaissance des capitaux humains, préservation, etc. Et on déroule tout, ce que ça veut dire, les conséquences. Et là, vraiment, on avait le board complet le lendemain. Il y avait 15 personnes du board, il s'est scindé en deux. Une moitié qui a dit c'est exactement notre représentation, l'autre moitié qui a dit surtout ça, on ne fera jamais. Mais vraiment, ça s'est coupé en deux. Et là, on a assisté en live à littéralement une engueulade. Et donc, ça s'est terminé en disant capitaux humains, on ne met pas, on fera uniquement capitaux environnementaux. Et ça, on ne peut pas communiquer dessus, évidemment. Mais ça conduit à ça. Par exemple. Ce qui est un résultat en soi. Oui, mais voilà. En fait, ce qui est un résultat en soi, c'est-à-dire c'est ça. Et ça renvoie d'ailleurs à des choses qu'on a en science, c'est que la communication sur les échecs est tout aussi importante que la communication sur la réussite, malheureusement. Ce qui est, valorisé, c'est la communication de la réussite. Et deux, dans le cas d'échecs comme ça, on ne peut même pas communiquer dessus. Ouais, je vous pose juste deux questions. Ouais. C'est que du coup, si on prend par exemple une note du BTP, et qu'on prend le coût hyper élevé de désartificialiser un sol, je me dis qu'on aurait quand même pas mal de boîtes qui auraient, si on prend l'exemple du TRI, un TRI négatif ou des résultats négatifs. Et donc, du coup, est-ce que mettre en place TR, ça n'impliquerait pas aussi d'avoir beaucoup de boîtes qui sont en faillite comptable? Et du coup, on fait comment pour ces boîtes-là? Et après, la seconde question, c'était en pratique, faire de la compta écologique, c'est pas en termes de tâches. Est-ce qu'on peut en faire si on n'aime pas trop la programmation et la liste de données? Alors, pour la dernière question, moi, à la base, j'aime pas la comptabilité non plus. Là, il y a deux exemples de personnes qui n'aiment pas la compta au départ, qui sont là devant vous pour parler de comptabilité. Donc, oui, mais moi, ça va moi aussi, là, ça va mieux, ça m'a réconcilié. Donc voilà. Non, mais en fait, ce sont les 8 étapes, ce sont les 8 phases. Finalement, jusqu'à la 5, c'est pas de la comptabilité en soi technique. On s'en revient sur l'aspect comptabilité, quelque chose de techniciste, tableau Excel, c'est pas ça.
pas que ça. Donc, il y a plein d'espaces de jeu, en fait, là-dedans. Premier point. Maintenant, sur la question du bâtiment. Alors, littéralement, un sol est employé. Effectivement, construire un immeuble, c'est j'escave un sol. J'arrache de la terre pour mettre une fondation en béton armé. Et donc, derrière, la redevabilité, ça va être de remettre mon sol en état. Et en fait, ce point-là, soit dans le bâtiment, tout secteur, hein, industriel ou du service, par exemple, je peux prendre le cas d'un industriel classé ICPE, va devoir, dès aujourd'hui, en fait, dans la loi, prévoir les coûts de remise en état du site. Ça, donc, dans ce cas, c'est déjà prévu, j'ai envie de dire. Par contre, un acteur de une grande surface n'a pas cette obligation-là à prendre. Donc, quand je parle à deux types de publics, il y en a un qui dit bah, oui, vos évaluations sont bonnes, on l'a déjà fait, et d'autres qui me regardent comme deux ronds de flanc en me disant mais de quoi vous me parlez là? Vous me parlez de la fin de mon activité. Je sais pas. Ça pose des questions nouvelles, mais ça pose la question d'une perspective de zéro net artificialisation à un moment donné, du coût réel en fait de la préservation de nos sols et du coup de comment je fais en sorte de bien gérer mon passif pour être en capacité de demander de le rembourser. Je passe à quelque chose. Merci. Sur la dernière question, en fait, là, par exemple, sur un volet recherche, hein, la plupart de nos étudiants ne sont pas du tout étudiants en master déjà, parce qu'il y a beaucoup de mémoire, et puis après en doctorat, ne sont pas du tout comptables à la base, et justement se saisissent de CARE selon des perspectives très très différentes. Hein. Comme je disais, là, j'ai un doctorant qui est en théorie politique. Donc voilà, il y a plein de façons de s'en saisir. Après, donc, sur cette question voilà, des coûts et de la notion justement de faillite et d'insolvabilité qui en découle, parce que c'est un élément central et structurel de CARE, c'est la possibilité aussi de démontrer qu'il y a des enjeux d'insolvabilité et donc de potentielle faillite écologique, et donc d'en poser une définition, en fait, quelque part scrupuleuse. Donc ça conduit à deux problématiques, et ça me permet de faire le lien. Je disais, on a des travaux sur les liens au niveau macroéconomique avec la croissance, etc. Notamment, c'est un élément qui contribue à ça. Parce que donc il y a la question du renoncement, donc de pouvoir démontrer qu'à un moment donné, se pose la question du renoncement. Mais se pose aussi la question de la structuration donc des coûts. Alors, c'est-à-dire qu'on a deux cas. On a le cas où véritablement, on a une dette biophysique qui a été totalement irréprouvable. C'est-à-dire qu'on a tellement détruit que de toute façon, on ne pourra pas revenir à l'état initial. Donc là, il y a la question du renoncement réel. Et il y a la question de, on pourrait revenir dans une préservation, mais c'est très, très, très coûteux. Et donc là, la question se pose au niveau aussi macroéconomique. Est-ce que, en tant que société, nous voulons en fait garder ce type d'entreprise? Et donc, la question aujourd'hui, c'est que ces coûts-là, bancaires, devraient passer donc, par voie d'entraînement au consommateur purement. Mais est-ce que ça, c'est comme ça qu'il faut penser la répartition de la valeur au niveau aussi sociétal? Et notamment, là, on a des travaux de thèse sur la question du juste prix dans l'agriculture qui permettent, d'établir le vrai coût de revient en fait, d'exploitation agricole qui respecte les sols, qui respecte les salaires décents, qui respecte les animaux, qui respecte, etc. Le coût est énorme. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a même pas posé les bases de cette réflexion pour pouvoir avancer justement sur cette réflexion. Ça coûte combien d'avoir une agriculture qui soit vraiment respectueuse? À partir de là, on va pouvoir poser la question qui vient après, c'est qui couvre ça? Ça ne peut pas être que les consommateurs. Parce que si on a une réflexion en disant on a une économie qui veut faire en sorte de préserver les écosystèmes et les êtres humains, ça veut dire qu'il doit y avoir en fait une répartition de la valeur globalement. Donc, premièrement, une meilleure allocation des subventions comme la PAC. Donc, ça, c'est aussi un point. Et donc, de pouvoir avoir des éléments qui permettent de structurer cette répartition. Mais deuxièmement, avoir une interprétation aussi de la valorisation des produits sous l'angle de, il y a un nouveau type de commun, en fait, à mettre en place dans la valorisation et le partage de qui paye quoi, en fait, précisément. Donc, ça amène en fait à ce type de questions. Donc, il y a des questions de renoncement et des questions quelle économie veut-on? Et j'en parlais encore pas plus tard que ce midi, où justement, les acteurs me disaient oui, mais si on arrive il faut que l'entreprise fonctionne pour être quand même. Et la question, ça arrive, pour reprendre une expression célèbre, oui, mais alors quoi qu'il en coûte? C'est-à-dire, en fait, là, c'est un débat sociétal, là, justement.
c'est ça permet de poser sur la table veut-on véritablement développer une économie où on garantit la survie de l'entreprise, quoi qu'il en coûte sur les écosystèmes. Là, ça permet de poser la question. Et c'est une question qui est à la fois politique et macroéconomique. À haute voix. Est-ce que là, ça marche? Très bien. Par rapport à ce que vous dites, et justement par rapport à la CSRD, et ce qu'on entend aussi dans la presse sur le fait que l'Europe est en train de décrocher, en fait, quand on dit ça, l'Europe décroche par rapport à des critères économiques, macroéconomiques classiques. Est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de travailler sur ces critères macroéconomiques pour justement arriver à valoriser ces changements profonds qu'on est en train de vivre? Et comment? Oui, alors tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'achat comptabilité écologique, on travaille en fait à 3 niveaux de comptabilité: comptabilité organisationnelle, comptabilité nationale et comptabilité au niveau des écosystèmes. Et on ne peut pas penser à la comptabilité des entreprises sans la connecter à tout ça. Donc la question derrière, ça a été vraiment le socle en fait de développement de l'achat. C'était vraiment et donc de dire effectivement ce type de comptabilité va avoir une application au niveau comptabilité nationale, et inversement, on pense à la comptabilité nationale en alignement avec la comptabilité d'entreprise. Donc ça, d'ailleurs, la première thèse soutenue de la chaire est une thèse qui, au passage, vient d'être primée par le ministère de la Transition écologique, justement, en fait, est dédiée au couplage comptabilité nationale, comptabilité d'entreprise à partir de CARE. Et justement, sur ce type d'enjeu, typiquement. Donc oui, il faut changer la comptabilité nationale, donc, et on peut le faire dans une perspective justement cohérente avec CARE, et avec des outils qui d'ailleurs parce qu'il se trouve qu'au niveau français, on a aussi beaucoup d'avance. On travaille beaucoup avec les travaux d'André Vanoli sur les coûts écologiques non payés, qui sont totalement en raccord au niveau comptabilité nationale avec le dispositif de CARE. Et puis la deuxième chose par rapport à CSRD et la position de l'Europe, là encore, j'en parlais vraiment, enfin aujourd'hui justement sur les orientations de CSRD. Il faut voir que quelque part, l'Europe est attendue justement pour une autre voie. Et ce qui se passe, c'est que c'est pas tant dès qu'il y a eu des modifications de la comptabilité, il y a eu des questionnements, perte de comptabilité, etc., etc. Juste pour donner un exemple très rapide, quand il y a eu la planification gaulliste avec un alignement comptabilité nationale, comptabilité d'entreprise, qu'il a fallu que dans les comptes de résultats d'entreprise, on mette en avant la valeur ajoutée. Il y a eu des articles qui sont sortis en disant c'est la ruine de l'économie française, c'est fini. On va pouvoir mettre en avant des enjeux hyper stratégiques, à mettre en fait en lumière les enjeux hyper stratégiques, et l'économie française va être ruinée. Ça n'a pas été le cas. Parce qu'on sent qu'on touche vraiment au cœur du réacteur. La question, c'est que tout ça a une finalité. La problématique, moi, ce qui me fait plutôt peur actuellement, c'est le frein au Green Deal et le sous-investissement derrière. Parce que on est actuellement dans une logique, on était dans une logique qui était cohérente au niveau d'une certaine politique, et peut-être une des premières politiques européennes globales, qui permettait de poser un cadre, quelque part là où on attend l'Union européenne, sur une autre voie, mais avec un niveau d'investissement qui devrait être à la hauteur de ça. Et là, actuellement, on n'y est pas. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que là, si on commence à s'orienter vers, on garde le cœur de CSRD, mais derrière, on sous-investit et on sape, en fait, justement, cette avancée, là, ça va poser un vrai problème. Et effectivement, ça implique investissement et changement des systèmes de comptage de la richesse. Ça, on est tout à fait d'accord. Et après, pour une perspective géopolitique, c'est que la Chine aussi va sur la question de la double matérialité, donc qui est au cœur du réacteur de la CSRD, ce qui fait qu'on n'est pas du tout isolé, loin de là, et au contraire. Donc, et justement, pour le coup, pour appeler ton propos, Alexandre, c'est que s'écarter de cette dynamique-là, c'est aussi s'exposer en tant que continent à une démarche politique chinoise qui est pour le coup quand même assez structurée. Voilà. C'est quand même un paradoxe qu'on se passe d'amener le pion sur les questions écologiques par la Chine. L'Occitane, et j'avais une question parce que j'ai cru entendre que le modèle. Non, mais. C'est bon, c'est mort. Non, non.
Jennifer Chapeau, l'Occitane, j'ai cru entendre que vous disiez que le modèle CARE permettait de s'aligner sur les limites planétaires, mais on participait au pilote SBTN, je pense qu'on est quand même encore très loin sur ce de limites planétaires, d'un modèle vraiment opérationnel qui permettrait de définir une vraie trajectoire alignée pour l'entreprise. Donc, je voulais en savoir plus, parce que ça a fait ma curiosité, parce que si vous avez un modèle plus simple qui permet de le faire, on est preneur. Non, mais on va se compléter. Alors, là, pour le coup, il faut voir l'approche CARE, c'est une approche, on peut avoir un cadre de réflexion. Derrière, la problématique, c'est effectivement derrière de le remplir. Donc, je n'ai pas le nez dans SBTN, je n'ai pas conscience du niveau de complexité opérationnelle à mettre en œuvre. Par contre, ce que je connais par rapport à CARE, c'est que si vous avez les moyens à un moment donné d'investir dans vos cas pratiques, je ne sais pas, par exemple, par rapport à je suppose des enjeux liés à des terrains agricoles pour des cultures, pour des produits, mais derrière, sur la capacité de se dire comment je suis les sols ou les pratiques agricoles, eh bien, je peux avoir de l'information pour structurer l'information et avoir des plans d'action. Donc, en fait, derrière, à la limite, c'est pas grave si on va jusqu'à un compte de résultat bilan tout de suite structuré, mais on pose déjà les bonnes questions et les bons plans d'action pour avancer. Et en ce sens-là, c'est plutôt le cap à suivre en se posant les bonnes questions. Alors, compléter par rapport à ça, justement, c'est la question de limite planétaire dont on parle, et heureusement beaucoup actuellement, c'est une notion qui est macro, qui est totalement inutilisable par les entreprises en l'état. Donc la question, c'est comment est-ce que ça, on le traduit au niveau des entreprises. Alors, il se trouve que la notion qui est utilisée en sciences écologiques, et qui d'ailleurs commence, c'est balbutiant, mais ça commence à arriver dans les cadres tels que la TNFD, donc la Task Force for Nature Related Financial Disclosure, commence à intégrer la notion d'état de référence de la nature. Et donc, ce qui se passe, alors ça, c'est une petite source d'incompréhension, c'est que dans CARE, on va parler de la notion de bon état écologique des écosystèmes, qui est une notion qui existe en sciences écologiques, dont on parle pas parce que c'est une notion qui vient directement des sciences écologiques, on parle de limite planétaire. Mais en fait, comment dire, les deux notions sont reliées, c'est-à-dire que la notion de limite planétaire, c'est quelque chose de très macro, qui permet d'avoir des indications à un niveau très macro. Quand on veut s'intéresser à comment on respecte en fait les seuils de préservation d'un écosystème, c'est les bons états écologiques. C'est ce qui est défini sur la directive cadre eau ou sur les écosystèmes marins notamment. On commence à le faire sur le sol et la chaire contribue activement à la définition, par exemple, du bon état écologique des sols. Il y a en fait 3 thèses qui travaillent activement sur cette question-là. Donc notamment, ça permet de faire les liens aussi entre recherche et pratique, puisque sur cette question qui est encore mal structurée, non pas d'un point de vue scientifique, mais sur un point de vue des conventions, il y a encore un besoin de travail pour avancer sur la définition stricte des bons états écologiques des sols d'un point de vue conventionnel. Donc ça c'est un premier élément, c'est comment, de façon très concrète, on rentre dans les limites planétaires. Ce n'est pas les limites planétaires, c'est les bons états écologiques. On utilise ce que l'on a en sciences écologiques, ce que l'on sait, et là où en sont les travaux scientifiques et de recherche. La deuxième chose, pour donner un exemple très précis par rapport à SBTN, parce que dans le cadre d'une initiative montée avec le WWF, la chaire, qui s'appelle le lac F naturel, on travaille sur les interfaces et sur les mises en dialogue entre CARE, SBTN et un peu la comptabilité écosystème centrée, donc au niveau des écosystèmes. Lors d'un dernier atelier, ce qui s'est passé, donc on a des ateliers qui alternent entre CARE et SBTN, etc. Donc là, c'est un atelier consacré à SBTN, avec des présentations de la mise en œuvre de SBTN, etc. Une personne est intervenue d'un groupe qui contribue, participe au lab, en disant nous, pour mettre en place SBTN, on a mis une feuille de route en distinguant ce qu'on va appeler les indicateurs de gestion, les indicateurs d'impact, les activités d'évitement et de préservation, etc. Et alors, on écoutait, j'étais là avec le coordinateur de la chaire et le coordinateur scientifique, on était un peu parce qu'en plus, on ne voyait pas comment ça s'alignait avec la méthodologie normale des SBTN. Et on va voir la personne à la fin, elle lui dit, mais c'est étonnant parce que le vocabulaire que vous employez, c'est celui de CARE. Et elle dit, ah oui, en fait, il y a une unité qui a mis en place CARE dans le groupe. Et on a trouvé que justement, tout le langage était adapté pour mettre en place des SBTN. Et donc, en fait, ça a permis de poser la mise en place de SBTN à partir justement du cadre de référence de CARE. Et donc, ça permet de mettre en évidence ce que j'essaie d'expliquer, justement, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est la question de poser le bon cadre. Et après, ça facilite justement la rentrée dans le dispositif.
Merci. Pardon. Oh non, c'est-à-dire pour l'anecdote, dans le papier de recherche initiale sur le monde planétaire, c'est marqué textuellement dedans, que c'est un cadre adapté uniquement au niveau macro et pas au niveau micro. Voilà, donc Pierre, c'est comment on l'applique au niveau micro. Merci à tous les deux. Je suis désolée, mais j'ai vraiment le sale rôle. Ça fait plusieurs fois qu'on fait signe qu'il faut qu'on évacue l'amphi parce que les locaux ferment. Je vais passer la parole à Dominique pour vous remercier et annoncer les prochaines. Et simplement remercier nos intervenants pour ces exposés et ces présences complètes. Voilà. Non, on nous coupe, voilà, c'est simple, hein. C'est les méthodes, les vieilles méthodes. Quand on dit ça, ça rétablit. Donc je n'insiste pas, mais nous vous remercions tous et puis nous vous donnons rendez-vous le 3 juin, on ne me trompe pas, avec Timothée Paris, et le 20 juin avec Zawadi. Voilà, et juste, si vous voulez plus d'informations et des formations liées à Hacker, vous allez sur le site du CERCES. Vous avez toutes les informations sur les formations. Il y aura les slides, enfin ceux qu'on nous autorisera à mettre qui pourront être mis sur le site et vous avez un replay de la séance qui sera disponible sur la chaîne YouTube des alumni. Et donc je vous invite à quitter les lieux et à continuer à discuter avec nos intervenants.